S'il y a un sujet qui nous obsède tous en ce moment, c'est bien celui de l'éducation. À l'heure de l'intelligence artificielle, comment préparer nos enfants à évoluer dans un monde où tout change à une vitesse folle ? Pour en parler, j'ai invité à dîner des experts du sujet ce soir. Wilfried Granier, fondateur de la plateforme Superprof, il est convaincu que rien ne remplacera la présence d'un professeur. Aude Guénaud, ancienne prof, elle a créé Plume, un logiciel pour apprendre aux enfants à mieux écrire. Francis Lelon, cofondateur de Sarenza, il lance Allegria, la première école no-code et IA destinée aux particuliers. Nejma Traviglini, CEO de Knowledge, rescapée du système éducatif, elle voit la tech comme un formidable levier de réussite. Laurent Alexandre, chirurgien urologue, entrepreneur, auteur et conférencier multidiplômé, il publie aujourd'hui un livre au titre provocateur, Ne faites plus d'études. Et puis Jonathan Angueloff, l'un des entrepreneurs tech les plus brillants en France, lui a réussi sans passer par les grandes écoles. Un grand merci à nos partenaires, Nagaro, votre accélérateur d'ambition tech et IA qui coproduit avec moi ce programme, et Plug and Play France. Allez, c'est l'heure de passer à table. Non mais je me faisais la réflexion, Wilfried, j'avais pas fait gaffe, mais tu as un col roulé. Et alors ? Non mais vous avez vu ces vidéos là de ce mec là qui fait des vidéos sur les start-upers. Est-ce que tu es plutôt col roulé ou col roulé ? Moi je mets tout le temps des cols roulés aussi. Mais normalement. toi aussi ? Mais là c'est pas l'hiver. Mais c'est quoi ? Il y a un truc chez les entrepreneurs J'avais français. un col roulé avant de venir et j'avais juste un trou et je l'ai retiré, mais j'en mets tout le temps aussi. Moi aussi. C'est facile. hyper C'est Steve ça. Jobs qui avait C'est le col hyper, roulé. Oui, mais elle est Non, géniale. mais c'est- Tu l'as vu le podcast col Non, roulé ? non, j'ai pas vu, mais je pensais à ça que tu fais référence. Oui, je fais référence à ça. Il y a un truc chez les entrepreneurs français au niveau du col roulé. Je ne saurais te dire. Non, j'ai pas d'avis sur le col roulé, mais moi je suis venu en vélo, donc je suis content d'avoir un col roulé. Oui c'est ça. Mais ça fait... Moi aussi je suis en scout donc c'est hyper agréable d'avoir un col roulé. Laurent Alexandre, bon, toujours pareil. Tu as toujours la même cravate. Sur tous les En plateaux. 1960. C'est vrai. Mais tu sais, quand tu es à la retraite, et je suis à la retraite, puisque j'ai 65 ans, tu peux pas t'acheter des nouvelles cravates sans arrêt. Donc, je garde la même depuis 5 ans. Tu souffres de... C'est le Bah, pouvoir d'achat... la baisse de niveau de vie quand tu es retraité, tous les retraités savent que c'est terrible. Ah bon, tu souffres de ça. Mais tu pourrais essayer le col roulé. Non, je pense que ça gratouille un peu. Tu n'es pas col roulé quand Je suis pas col roulé, non. Bon, ok, d'accord. Bon, je sais pas, je faisais cette réflexion. Mais vous l'avez jamais vu, cette vidéo Non, de je ce connais mec Mais si Non, le mais gars c'est- qui sort Ouais, de, c'est il sort celui de de Station F. de Station F. Oui, j'ai Il est vu. là, il raconte... Ouais, il au prend niveau- les mimiques un petit Oui, je viens de lever 2 millions. Bon, j'ai un business angel, c'est mon père. C'est un peu ça, ouais. peu. C'est- Moi j'ai il toujours me mis fait- le col roulé même quand j'étais au lycée parce que je sais pas, j'aime pas avoir froid au cou quoi. D'accord. Et ma mère qui est une fan des pays de l'Est, elle me disait tout le temps si tu veux Ouais. pas être malade, couvre-toi le cou. Et j'ai découvert hier soir sur E égale M6 que ça sert à rien. Vraiment, Oui, ça que sert à tu rien. deviens malade par Ouais, exemple. je suis Moi, je suis malade. content de cette discussion parce que tes auditeurs vont comprendre On le apporte de la niveau valeur. intellectuel des discussions dans la French Tech. Ils vont comprendre pourquoi il n'y a pas de Google français, pourquoi il n'y a pas d'OpenAI français. Ils vont comprendre que les sujets de préoccupation sont assez peu technologiques. Non, alors écoute Laurent, tu fais bien de me dire ça parce que on en est au 3e festin. Et les 2 premiers, donc j'ai fait un premier que certains d'entre vous ont vu avec des entrepreneurs qui sont allés vraiment à fond. Et le 2e était beaucoup plus intello. Aude d'ailleurs m'a dit, il était génial ce 2e. Elle m'a dit, j'ai trouvé super le 2e. Mais alors les commentaires, je me suis fait défoncer dans les commentaires parce que c'était trop intello. Le débat romantisme de ma classique, c'était. C'est toi qui l'as lancé en plus. C'est de ma faute. Ouais. c'est de ma Mais faute. en termes de J'aurais pas vues, dû. du coup, ça a marché quand même. Parce que les commentaires. Bon, on est au début, ça marche pas trop mal, mais je crois que je suis en train de toucher une autre audience, un peu intello, c'est ce que je cherchais aussi, à varier un petit peu les audiences. Les étudiants Donc- de Caen de Condorcet. Oui, Ils sont voilà. 24. Voilà. Finissent Non, mais- tous chômeurs. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Je voulais vous interroger là-dessus parce qu'en fait, bien évidemment, tous ces commentaires, je les ai lus. Et ce que je me suis dit, c'est que les gens veulent que les entrepreneurs prennent la parole. Et ils veulent, et ce qu'ils reprochaient, c'était que dans le 2e, c'était beaucoup des commentateurs, des journalistes, des conférenciers, des futurologues. Et quand ils parlent, parce que sincèrement, dans le Festin 2, tout ce qu'ils disent, il n'y a rien qui mérite le peloton d'exécution dans ce qui est dit. Mais cette parole-là, un peu intellectuelle, intellectualisante, un peu mondaine, elle ne passe plus du tout. Les gens ne veulent plus du tout entendre ça. C'est impossible. Ils veulent une parole d'entrepreneur, ils veulent une parole cash.
Non, mais c'est pareil pour les politiques, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, un homme politique, on le respectait il y a 50 ans parce que c'était un peu les intellectuels de ce monde. Et aujourd'hui, je pense qu'un entrepreneur est beaucoup plus écouté qu'un homme politique. Et c'est pour ça que j'ai la théorie que les entrepreneurs devraient, certains, s'ils ont le courage, qui n'est pas mon cas. Alors, tu me disais qu'il y en a un qui pense y aller. Ouais, j'en ai un, je peux pas dire qui, mais j'en ai un qui est bien chaud là. Il paraît que son prénom commence par X et son nom commence par N. Non, Merde c'est pareil, pas lui. merde pareil. C'est pas lui. Non, mais j'en ai un là qui est bien chaud. Non, mais je pense que c'est important. Aujourd'hui, l'homme politique, le problème, c'est que c'est des purs produits de politique depuis toujours. Et ils n'ont jamais géré une entreprise, ils n'ont jamais vu les difficultés que c'est de devoir gérer un budget. Et aujourd'hui, on est dans un pays où on doit apprendre à gérer notre budget. Et un pays doit se gérer à quelque chose près, évidemment, puisque un pays aura toujours un aspect social et c'est important. Mais il y a du social dans une boîte, ça veut dire. Bien sûr. Ouais, mais un peu plus dans un pays. Tu vois ce que je veux dire, c'est Mais qu'on gère aussi du social. Hein. C'est vrai, mais un petit peu plus dans un pays, mais oui, je suis d'accord qu'on doit apprendre à gérer un pays comme une entreprise à quelque chose près. J'ai l'impression que les collaborateurs sont mieux chez moi qu'en France, globalement. Complètement, ouais. Parce que je m'occupe bien d'eux. Enfin, on essaie en tout cas de bien s'occuper d'eux avec toute l'équipe. Quoi. Et en plus, un État, contrairement à une entreprise, a des richesses de base. Alors qu'une entreprise doit construire ses richesses. L'État est multimilliardaire. C'est-à-dire que l'État a des assets vraiment en centaines de milliards. Donc, on commence avec une belle base. Et donc, je sais pas comment on se débrouille à partir d'une super base. Après, on a de la dette. Je te rappelle qu'on a un peu de dette. On a créé la dette. On a cumulé en 5 ans la dette. Là, Donc, on part avec une ardoise quand même assez. Je sais, c'est pour ça qu'on doit réagir. Et je pense qu'il faut un homme business qui réfléchisse à tout ça. Avant de poursuivre cet échange, je voulais vous dire un mot de notre nouveau partenaire, Quorum l'épargne. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter depuis la France et que beaucoup d'entre vous s'intéressent au marché US. Eh bien justement, Quorum a lancé Quorum USA, la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En à peine un an, ils ont déjà investi à New York, en Californie et au Texas, avec un objectif de rendement non garanti au-delà des 7% en 2025. Une belle opportunité pour diversifier votre épargne sur le plus grand marché immobilier du monde avec un dollar faible et des prix attractifs. Et jusqu'au 31 décembre 2025, Quorum vous reverse un bonus de 3% sur votre placement immobilier en SCPI. Toutes les infos sur quorum.fr, corum.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. Alors, sur le politique, on a quand même un énarque à table. Les hommes d'affaires qui font de la politique se sont toujours vautrés, toujours plantés. Ils voient le monde au travers de leur entreprise, au travers du business, et ils ne voient pas qu'un État, ça n'est pas une entreprise. Et donc, ça a toujours été dramatique. Il n'y a aucun homme politique qui a réussi en politique. Il n'y a aucun homme économique. Non, je parle du système français. Mais est-ce que c'est pas le système quand même qui détruit du coup l'entrepreneur? L'entrepreneur, il arrive avec. Non, c'est que les entrepreneurs ne sont pas adaptés et ils ne voient pas la complexité de la politique. Ils pensent que c'est simple et ils comprennent pas qu'il y a une différence fondamentale entre l'entreprise et puis la politique. C'est qu'en politique, tu as 51% des gens qui sont d'accord avec toi et tu dois gouverner avec tout le monde. Alors que dans l'entreprise, quand tu es en désaccord, tu licencies les gens. Et les gens sont toujours d'accord avec toi. Donc, dans l'entreprise, tu es maître absolu, personne ne conteste ta volonté. En politique, tu n'es jamais maître absolu. Ça, c'est vrai. Tu es juste majoritaire, légèrement majoritaire, dans le meilleur des cas. Et donc, c'est un grand malentendu. À chaque fois, ça a été l'échec. Et dans le futur, ce sera pareil. Tous les hommes politiques qui iront au combat se vautreront, se planteront, parce qu'ils ne savent pas faire. Mais il n'y a jamais eu d'exemple non plus d'entrepreneurs qui ont pris la tête en France. Enfin, c'est jamais arrivé. Non, mais chaque fois qu'il y a eu des tentatives. Bernard Tapie. Il y en a eu des tentatives. Il y a eu la patronne de Waterman s'était présentée à la présidentielle en 81. Elle s'est vautrée. Père s'est vautré. Mais il ne faut pas regarder le passé pour prédire le futur, je trouve, parce que dans ce cas-là, on n'avance pas. Et je pense que dans les années 80, en effet, les hommes politiques avaient un respect de la population. Les hommes d'affaires successful ne peuvent pas supporter les frustrations de la politique qui sont immenses. Tu as très peu de bénéfices secondaires. Tu te fais détester alors que quand tu es Xavier Niel, par exemple, tout le monde t'aime. Quand tu es le président Xavier Niel, tout le monde va te cracher à la gueule, tout le monde te déteste, tout le monde va dire du mal de toi, on va raconter des horreurs sur ta famille. Regardez ce qui arrive à Madame Macron. Est-ce que ça donne envie, les saloperies les saloperies sur la transidentité fantasmée par les complotistes. Somi Yodik, Brigitte, c'est ce qu'on demande aux États-Unis. Est-ce que ça donne envie, quand tu es un homme d'affaires successful,
de rentrer dans ce marais C'est le problème. où on te crache à la gueule, où personne ne t'aime, eh ben, les mecs, ils préfèrent rester gentiment milliardaires et hommes d'affaires successful. Alors, j'ai une théorie là-dessus, c'est qu'en France, on n'élit pas un président, on élit une piñata. Une piñata, c'est quelque chose. Tu vois, le truc mexicain. Exactement, c'est un truc qu'on élit, sur lequel on va taper très très fort, en espérant qu'il y ait des bonbons qui tombent. Oui, il n'y a jamais de bonbons, on est d'accord. Bah si, quelquefois, si tu tapes fort, tu peux trouver des bonbons. Bien sûr que si. Oui, mais là, je pense que le pays a quand même conscience que c'est le bazar et qu'il faut réagir. Il faut réagir, il faut faire quelque chose. Sinon, le pays il va juste se vider de son sang. Et ça, c'est clair, tout le monde le dit et le voit. Même, enfin, moi, je me mets toujours à la place, quand je réfléchis politique, j'essaie toujours de me mettre à la place de Madame Michu, qui habite en province et qui est au SMIC. Ouais. Bah, il y a un moment, il faut qu'elle voit aussi ce qui se passe et elle va bien comprendre que si tous les gens qui produisent de la richesse, tous les patrons qui produisent de la richesse, qui créent de l'emploi, bah elle aussi elle aura pas son salaire. Et mais elle va vous, jamais penser ça. Mais il faut l'éduquer. Mais là tu fantasmes. Si on peut, moi j'ai énormément. L'électorat est massivement formé à détester les entrepreneurs et peut-être formé. Mais moi, sur mon Instagram, j'ai énormément de gens qui me suivent et j'ai énormément de gens qui me le disent. Moi, j'habite en province, je suis au SMIC. Ce que vous nous dites, ça parle en nous, ça nous donne envie de travailler pour des gens comme vous et d'aller de l'avant. Ces gens-là ne sont pas majoritaires. Jonathan, est-ce que tu as été maintenant tu fais partie de Qui veut être mon associé, cette nouvelle émission. Alors je suis désolé, les moyens de production sont très sommaires par rapport à ce que certainement tu as vécu. Non, c'est pas mal. Ça t'a plu du coup? Oui, c'est comment? C'était chouette. Explique-nous, c'est comment les coulisses? C'est vachement difficile en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai quand même investi dans pas mal de boîtes dans ma vie. Donc tu vas gagner de l'argent là? Tu as investi dans des bonnes boîtes? C'est des vrais dossiers ou pas, je me demande? Ouais, non. C'est des vrais dossiers. Alors je vais démystifier le truc parce qu'on me le demande régulièrement et ça me fait halluciner. C'est des vrais dossiers. C'est vraiment notre argent. C'est-à-dire que je mets vraiment mon argent. Mais est-ce qu'il y a des deals j'ai claqué beaucoup d'argent. Il y a des deals qui se concluent vraiment in fine? Ah oui, c'est ça qu'on a reproché. Ah mais c'est l'objectif quoi. Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et ce que je veux dire, c'est qu'on met vraiment de l'argent. Vous êtes incité à closer? L'idée, c'est tu vois des boîtes, t'investis ou t'investis pas quoi. Et t'as mis combien en tout? Je peux pas le dire. Non mais t'es incité ou tu fais comme tu veux vraiment. Tu fais comme tu veux. T'as mis plus de 250 000? Beaucoup plus. Beaucoup plus que 250 000. Plus d'1 million? Mais tu viens de commencer, non? D'accord. Non mais c'est fini. Ouais. Le tournage est fini. Mais ce que je veux dire, c'est que. Mais pourquoi tu vas... Parce que moi, les projets de Qui veut être mon associé... C'est des projets assez nazes quand même. Non, c'est des projets. La pommade à base d'huile de machin. Non, Carlo, ça a démocratisé l'entrepreneuriat, c'est génial. Non, mais il faut faire ses choix. Non, il y a des produits qui... Moi, j'aime bien. Moi, j'avais l'impression que ça n'allait pas jusqu'au bout, en fait. Ça donne des vrais notions. Après, il y a une réalité qui est... Tu fais une due deal après, comme tout investissement. Et c'est ce qui a été très difficile pour moi, je pense, au début. C'est les premiers deals, quand ils arrivent. Je suis là. Voilà, à prendre une. T'as envie d'investir en tout? En 2 minutes. Non, c'est tout l'inverse. C'était là. T'as envie d'investir dans rien? J'ai 30 minutes pour faire un choix. C'est tellement difficile. Mais moi, quand j'investis dans une boîte tech, et j'ai investi dans plus de 40 boîtes, mais je prenais des jours, voire des semaines. Ah là, il faut être investisseur précoce. Voilà. Il faut être capable de. Tu m'as présenté, il est bon, top. Allez, et je balance des vraies sommes, c'est des 100 000. Et puis avec des mecs en face. Trucs en 100 000, je suis là 100 000. Mon plus gros ticket avant dans la tech était de 100 000 déjà. D'accord. Mon plus gros ticket. Vous tirez la bourre en fait. Et en plus, tu tires la bourre. Il y a un peu une émulation entre investisseurs, non? Ouais, il y a un peu d'émulation. Non, mais ce qui est intéressant. Il y a des mecs qui surbident. Anthony Bourbon qui va dire, tiens, moi je prends plus. Moi, à un moment, on a surbidé, ça a été de la folie. Il va y avoir je peux pas dire, évidemment, je peux rien dire, mais il y a eu des clashs assez costauds. Non, mais Jonathan, tu penses que tu vas retrouver ton pognon? Bah, j'espère, ouais. Sinon, je fais vraiment des conneries, ouais. Qui autour de la table ferait cette émission? Alors, imaginez que vous ayez les moyens de le faire. Moi, j'investis dans rien. De toute façon, j'investis dans rien. Je pense que c'était. Tu n'investis que dans Superprof. Ah non, zéro. T'investis dans rien? Ah, dans rien. C'est une bonne stratégie. Pourquoi il faut diversifier? Superprof. Ah non. Mais t'as jamais vendu de part de ta boîte? Jamais. Non, j'ai 100%. Ah bah c'est pour ça. C'est pour ça, parce que t'as pas encore exit. Mais quand t'exit, en fait, il y a le système de remploi. Oui. Où t'es quand même obligé d'exiter. Mais ça t'intéresse pas de... dividende, bravo. Non, zéro dividende. Ça t'intéresse pas de suivre d'autres entrepreneurs? Non. Non, mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Parce que ça se défend. Tout le temps que j'ai, je le passe sur mon projet. C'est tout, c'est toi. Quand tu investis, le jour où tu auras exit, je ne vendrai jamais cette boîte. Tu ne vendras jamais cette boîte. Mais t'es dans une logique pure patrimoniale, c'est tes enfants qui vont reprendre derrière, c'est quoi? Bah ça, j'en sais rien, on verra plus tard, tu vois. Oui, mais on verra, quand même, forcément, à un moment, tu vendras. C'est le projet de ta vie. Tu es totalement dédié à ce projet. Oui, je ne veux jamais la vendre, je veux la garder toute ma vie. Mais effectivement, au bout d'un moment, oui. À un moment, quand t'es très vieux, que t'as du mal à aller au bureau,
Non, mais c'est surtout que tu n'as pas d'investisseur, donc tu n'as aucune pression, puisque tu as 100% de ta boîte. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, mais je trouve ça bizarre. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu l'investis pas, ton argent? Mais s'achète des cols roulés. J'ai peu d'argent. En fait, je me verse un salaire. En fait, je vis chichement. D'accord. Mais tu t'as pas d'argent de côté. Genre, t'achètes pas un appart. Je suis très heureux. Non, bah si, j'ai déjà acheté. J'ai déjà acheté ma résidence principale. J'ai mon salaire. Et tu t'es jamais fait de petits investissements sur le côté? Quand je dis investissement, je parle pas spécialement de tech. Zéro. Moi, j'ai commencé à investir dans l'immobilier à 19 ans. Tu vois, en achetant des chambres de service parce que j'essayais d'investir. Et j'ai fait ça dans mon ancienne vie. En fait, j'ai eu la chance de vendre ma première boîte. Donc, j'ai vendu ma première boîte, j'ai fait une exit. T'avais un apport. J'ai fait beaucoup d'immobilier. C'est parce que j'ai fait beaucoup d'immobilier à l'abri que j'ai découvert Airbnb. Et parce que j'ai découvert Airbnb en me disant putain, c'est l'idée du siècle, que j'ai voulu faire le Airbnb du prof particulier. Non mais tu vois, et donc j'ai créé ça en me disant c'est un peu un truc à côté, c'est un side project super prof. Putain, puis en fait au bout d'un an, c'est devenu un truc tellement gros que j'ai mis l'immobilier de côté parce que moi c'est une grosse passion l'immobilier. Moi j'aime beaucoup l'immobilier. Avant super prof. Immobilier. Non mais ta boîte. T'avais une boîte d'immobilier? Non, ma première société, c'est une boîte qui vendait des publicités sur Internet. D'accord. Qui a été rachetée par une grosse régie qui s'appelait Adverline. Non, mais t'avais déjà existé. T'es venu avec un apport. Ouais, Loïc de Cabrel et Charles-Henri Cosset-Borga. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Alors, Laurent Alexandre, mon mentor, hein. Ah ouais, j'adore. Laurent, il dit que ton business avec l'intelligence artificielle, il est mort. J'ai jamais dit ça. Si. Mais non, j'ai jamais dit ça. Mais il a pensé tellement fort. Je t'ai jamais parlé de son business model. Quel mythomane. Quel provocateur. On n'est pas là pour juger ce qu'il a dit off caméra. Il a dit qu'il détestait ta boîte. Moi, il m'a dit, je déteste super prof. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Ça n'a pas d'avenir, d'ailleurs. Ça n'a aucun avenir. Je n'ai pas dit un mot sur super prof. C'est con, t'aurais dû le vendre parce que. Non, mais. Non, mais cela dit, t'as raison. Non, parce que attends, je me suis j'ai essayé d'expliquer mon propos. Est-ce que aujourd'hui, faire appel à des profs, que ce soit, parce que c'est pas que des profs de maths, ça peut être des profs de musique, des profs de dessin. C'est les meilleurs profs du monde dans tous les domaines. Elle est cliente de ton. Tout le monde est client. Tout le monde est client de super prof. Tout le monde super prof. Je sais même pas ce que fait super prof. A eu envie d'apprendre. C'est le Airbnb du prof particulier. Mais tu sais les petites annonces où tu cherchais des profs de dessin, des profs de musique, avant de t'allais guitare. à la boulangerie. Avant Academia. Il a digitalisé ça. C'est que le scolaire. Nous, on fait, si tu veux apprendre l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, le sport, coaching sportif. Tu peux apprendre tout ce que tu veux. Non, mais est-ce que Laurent, à l'heure de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a encore de la place pour le prof de maths particulier, le prof de guitare? Moi, la guitare, aujourd'hui, on peut l'apprendre sur YouTube. Non, mais il y a toujours... Il y a plusieurs segments qui, pour les gens comme moi, les gens qui ont beaucoup appris dans leur vie, ChatGPT est imbattable. C'est-à-dire, je n'ai pas rencontré de ma vie un aussi bon professeur que ChatGPT. Quelle que soit la question où j'ai besoin de me former, c'est pas possible ça. Il est meilleur que moi dans tous les domaines. Mais un professeur, c'est pas que de la connaissance. Non, mais j'ai bien compris. Oui. Je ne suis pas sur ce plan-là. Je dis juste, je n'ai jamais rencontré un aussi bon professeur qui comprend toutes mes lacunes cognitives, qui comprend comment je fonctionne, qui me présente les explications à partir de sa connaissance de ma structure cognitive, de mes biais, de mes lacunes. Il sait par avance ce que je ne vais pas bien comprendre et ce que je vais bien comprendre, etc. Donc, pour les gens motivés, comme moi, et qui n'ont pas besoin d'être poussés, et qui se motivent tout seuls, c'est un énorme biais. C'est un extraordinaire professeur. Le gamin de 10 ans qui est une grosse feignasse et qui veut pas apprendre les mathématiques, et bien sûr qu'il y a besoin d'un médiateur humain. Mais donc tu vois, tu as plusieurs segments. Et en fait, quand tu te motives tout seul, ChatGPT est en train de devenir le meilleur professeur sur tous les segments. Mais bien évidemment, aujourd'hui, il coach de façon qui n'est pas parfaite. Cela dit, je commence à voir des jeunes qui se font coacher par ChatGPT. C'est-à-dire c'est ChatGPT qui fait le programme de la journée, qui les motive, qui dit non, t'as pas assez travaillé, recommence. Mais on voit à quel point c'est un problème, ça a quand même beaucoup de limites. Mais tu l'as très bien dit. Ça a des limites, mais on est au tout début de l'aventure de l'IA, et je n'ai pas de doute que les IA dans le futur seront capables d'être des bons coachs, en dehors d'être des bons techniciens. Tu l'as très bien dit, tu as énormément de connaissances. Donc quand tu interagis avec ChatGPT, tu sais quelles questions poser. Sauf que c'est pas que la motivation qui fait que ChatGPT est excellent avec toi. ChatGPT seul face à un gamin ou même un adulte, moi seul avec ChatGPT, c'est pas suffisant pour me former à toutes les disciplines ou que sais-je. Alors je pense que parce que vous en servez pas assez, moi que je suis un je m'en sers tous les jours. Moi que je suis un très voilà. Non mais je suis un très très gros utilisateur et
plus je m'en sers, plus il me connaît et meilleur professeur il est. Mais est-ce que tu as une expertise sur différents sujets qui te permettent de mieux interagir avec ChatGPT? Non, mais il n'y a aucun doute. Voilà, que donc la connaissance dont tu disposes déjà te permet... Tu as une connaissance plus... Tu as une habileté culturelle Exactement. et même une habileté du langage qui fait que tu es en capacité d'en saisir toute la puissance. C'est ça. Mais On parle de métacognition à chaque fois. particulier. Ah, bien sûr. Hein. J'ai pas besoin d'être coaché, j'ai pas besoin d'être stimulé. T'as pas besoin de motivation. Je suis pas une grosse feignasse. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue technique, ChatGPT devient le meilleur professeur du monde. Ça ne veut pas dire que ça remplace le besoin d'un professeur et que Superprof va déposer le bilan l'année prochaine. Je ne pense pas une seconde ça. Non, mais surtout, Laurent, tu pourrais te poser la question si tu pouvais rencontrer quelqu'un qui te motivait encore plus à apprendre. Parce qu'aujourd'hui, t'es bien, t'es devant ton ChatGPT, tu poses des questions, il te répond, il te connaît. Mais est-ce que t'aurais pas envie d'avoir quelqu'un qui te transcende? Enfin, tu vois, où vraiment, tu deviens encore une meilleure version de toi-même. Puis vraiment, t'as un échange, t'as un dialogue. Tu sais, le côté mentor-disciple, c'est quand même quelque chose de fabuleux que tu n'as pas avec ChatGPT. Non, mais quand j'ai besoin d'un cours sur quelque chose, je l'ai 3 secondes après avec ChatGPT. Le temps d'appeler Superprof ou n'importe qui et d'avoir le prof venir, c'est une semaine plus tard. Donc moi, quand je veux... deux produits différents. Quand je veux... Non, mais bien sûr. Je ne pose pas les produits. Quand je veux apprendre un truc, je veux l'apprendre sur le champ. Oui, je veux aller voir le cours 10 secondes plus tard. Je veux attendre ni 1 heure, ni 3 heures, ni 15 jours. Et donc, je le veux tout de suite. Mais Wilfried, il parle de... C'est Joseph Orlinski? Oui. Qui est ton prof que tu as rencontré? Oui, bien sûr. Qui est ton mentor? Qui m'a fait aimer l'entrepreneuriat et qui m'a lancé. Moi, j'ai été transformé par des professeurs. Mais on a tous été transformés. Non, c'est un prof, c'était un prof. Ouais, c'est un prof de mon école d'ingé. Ah, ok, d'accord. Oui, t'as raison, Orlinski. Mais c'est Richard. Richard Orlinski. Je connaissais pas son prénom, je me suis dit que t'avais comme... T'avais comme prof Richard Orlinski? Je me suis dit, il a un drôle de mentor, mais ok, tu vois. Mais... Non, c'est Joseph Orlinski. Joseph, qui était effectivement un prof de mon école d'ingénieur, qui m'a donné goût à l'entrepreneuriat. Et donc, c'est pour ça que c'est ça qui est important. Il est décédé, donc j'ai fait un hommage en lui rendant hommage. Mais moi, j'avais Madame Léger, prof d'histoire, qui m'a complètement... On a tous croisé un professeur. Ça reste tout le temps la réalité. Ils m'ont démotivé, moi. Je pense qu'il faut pas confondre les sujets. Je pense qu'on se souvient tous des 4-5 profs qui ont changé notre vie, bien évidemment. Moi, c'est un prof de maths qui m'a fait avoir mon bac. Sinon, j'aurais même pas eu mon bac. J'étais nul en maths à l'époque, tu vois. Et après, c'est ça, Superprof, tu vois. C'est des rencontres, en fait, avec le super professeur. De la manière que la télé a pas tué le cinéma, tu vois, et il restera toujours, bien évidemment. Elle l'a bien affaibli. Elle l'a bien affaibli. Et bien évidemment, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vu le début de la capacité de ces IA à être un enseignant pour demain. On est à 1 ou 2% seulement. ChatGPT a sorti cet été le mode Learn, Study and Learn, qui est juste incroyable. Alors, explique-nous ça, c'est quoi? Study and Learn, c'est quand tu es dans ton ChatGPT, sur le petit chevron à gauche, tu peux choisir le mode. Le menu t'as un mode pour apprendre. Et ça change complètement, si tu veux. Et au lieu de te donner tout cuit, voilà, il te guide pas à pas. C'est ça. Pour t'apprendre au lieu de te donner le résultat. En fait, c'est un peu la maïotique socratique, si tu veux. Non, mais c'est... Attention, la bienvenue dans le numéro 2. Tu rentres dans tout ce que je déteste. C'est exactement ça. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement pas à pas. Mais on peut pas faire comme si ChatGPT était vraiment une IA pour l'éducation, parce qu'aujourd'hui, il y a des outils du numérique éducatif qui respectent la souveraineté, la RGPD, etc. On est en train quand même de donner nos données. Et les profs qui utilisent ça dans leur classe, c'est dramatique. Quand tu es étudiant ou parent, le RGPD, tu t'en tamponnes. C'est pas le sujet, le RGPD. Non, moi, je préfère que mon gamin devienne un cador en mathématiques, même si le RGPD n'est pas respecté. Mais attention, on explique. Le RGPD, c'est de donner ces data, de garder du contrôle sur des données bien sûr, c'est très personnelles. Important. Oui, mais il a raison, Laurent. Moi, je préfère que ma gamine soit forte en maths plutôt que de savoir si OpenAI a des informations de mathématiques sur ma gamine. Mais ils les auront même pas, parce que tu peux sécuriser ton ChatGPT, c'est juste un petit toggle à aller chercher dans la sécurité. Exactement. Moi, quand je fais des conférences, sur 500 personnes, il y en a même pas 10 qui ont sécurisé leur ChatGPT. Non, mais c'est surtout, moi, la RGPD, j'ai un gros problème avec ça, c'est que c'est très européen, encore une fois, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours en retard. C'est-à-dire, les États-Unis innovent, l'Europe régule, quoi. Non, c'est pas la faute du RGPD. C'est pas la faute du RGPD. Mais là, on parle quand même d'un secteur de l'école. Un petit peu, mais pas l'école, c'est pas pareil. Oui, sur la data, un peu. Oui, à l'école, tu peux pas faire comme si à l'école, c'était un endroit sans point ni loi. Oui. Non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire, non, mais on disait pas ça. Moi, je dis juste qu'aujourd'hui, on doit repenser quand même la manière dont on apprend à nos gamins. Non, mais ça, moi, je vois l'école, comment ça fonctionne. Les cours qu'on donne encore à l'école, les cours d'économie qui sont en fait des cours de sociologie, où à la fin, on a appris Keynes, Marx,
Marx. Et en fait, qu'est-ce que ça a appris aux gosses? Surtout Marx. Rien du tout. Oui, surtout Marx. Marx. Ouais. Non, mais le cours de quatrième sur la révolution industrielle, il est incroyable. C'est-à-dire que t'as pas un auteur classique, économiste, sur le cours encore aujourd'hui sur la révolution industrielle. On te parle du méchant patron, les de misères des ouvriers. Mais t'as rien sur Adam Smith, t'as rien sur Schumpeter, rien, mais zéro. C'est incroyable. On est en 2025. Moi, ça. Ouais, enfin, j'irais même plus loin qu'Adam Smith et Schumpeter. Enfin, regardons notre économie actuelle. Déjà, apprenons. Quand je vois, moi, je me souviens mes cours de compta. On me faisait la compta sur papier, quoi. J'étais là, mais les gars, mais pourquoi on prend pas un Excel? Ça se fait à la limite sur Excel. On va pas, allez, n'allons pas sur un logiciel de compta, mais apprenons sur Excel. Et il y a plein de trucs comme ça où t'as un effet d'entraînement qu'on n'a pas fait évoluer. Non, mais c'est sûr qu'il y a une scission entre ce qu'on apprend à l'école et aujourd'hui l'avancée technologique majeure. Et on est dans un paradigme où on n'arrête pas de dire il faut qu'on garde notre place pour l'IA, etc. Et en revanche, on verrouille l'IA pour l'école. Donc c'est complètement paradoxal. C'est comme dans les années 80 quand Laurent, il dit un truc, je t'ai écouté dans un podcast que je trouvais très intéressant, c'est que tu disais que en fait, l'éducation nationale telle qu'on la connaît aujourd'hui, de toute façon, la bataille, elle est perdue parce que l'intelligence artificielle dispose de milliards, voire de trillions de dollars. Et que 2900 milliards en cours d'investissement par la Silicon Valley sur les data centers. Et l'investissement sur la pédagogie est à côté insignifiante. Et tous les gens les plus intelligents du monde vont faire de l'IA, où les salaires sont maintenant en centaines de millions de dollars, avec des paquets salariaux qui ont dépassé maintenant, notamment chez Beta, 3 milliards de dollars. Hein. Et à côté, on a un monde universitaire qui est 3000 fois moins bien payé que Mark Zuckerberg paye ses bons chercheurs. Donc effectivement, cette disproportion entre les sommes folles qu'on met pour éduquer l'IA, et pas seulement les intelligences artificielles pédagogiques, les gens les plus malins qu'on met, alors qu'on a, pour la gestion du monde universitaire, beaucoup de bras cassés et pas de pognon et pas de recherche en pédagogie, eh bien, on a un décalage énorme entre l'éducation, l'entraînement des intelligences artificielles et puis l'éducation de nos enfants. Ce décalage-là, il est paradoxal, il est caricatural dans mon métier. En médecine, les facultés de médecine sortent des médecins qui aujourd'hui sont 4 fois moins bons que ChatGPT pour faire un diagnostic, 4 fois moins bons dans tous les benchmarks. Ça encore. Le plus grave, c'est que ChatGPT plus médecin, c'est moins bien que ChatGPT sans médecin pour faire un diagnostic. Ça montre à quel point le système d'enseignement de la médecine est à la ramasse. C'est à l'ancienne, ouais. Il n'est pas envisageable que durablement, ChatGPT plus médecin, Bac plus 10, ce soit moins bien que ChatGPT sans médecin. Donc les études doivent être complètes. Ouais, attends, je vais compléter. Parce que non seulement pourquoi tu dis que... Parce que les médecins dégradent les résultats de l'IA. Mais ils ont besoin de prendre une décision. Le médecin, est-ce qu'il va prendre une décision? L'IA, elle prend pas de décision. Elle va poser un diagnostic. L'IA est 4 fois meilleure pour dire quelle maladie tu as sur un dossier. Et le médecin, quand tu rajoutes un médecin dans la boucle, il dégrade les bons diagnostics. C'est-à-dire, il dit, par effet ce qu'on appelle l'effet de Dunning-Kruger, c'est qu'il croit qu'il sait alors qu'il sait pas. Parce que il y a un truc qui est fondamental. Moi, j'ai calculé. Je connais 1/1000e du savoir médical. Pas 1/1000e, 1/1000e. Et donc, comme on ne connaît, chaque médecin ne connaît qu'une toute petite partie du savoir médical, il a tendance à penser qu'il a raison contre l'IA. Et donc, il prend des positions contre l'IA à tort. Et donc, tout ça montre... C'est ce que tu dis. Ça veut dire que, en fait, les gens ne vont plus croire leur médecin dans ce que tu dis. Quoi. Alors, attends. Ils ont raison de plus croire leur médecin. Je ne crois pas du tout à la mort du médecin. Je pense que le médecin ne fera plus de diagnostic demain. Et de toute façon, on lui interdira de faire un diagnostic sans l'autorisation. Parce qu'il est moins bon. L'IA, parce qu'il est moins bon. Et les malades n'accepteront pas de prendre des risques parce que nous, médecins, on est moins bons que l'IA. La question, c'est comment le médecin devient un orchestrateur d'IA. Et il faut que les études de médecine te forment à ça, entre autres. Mais on n'en prend pas du tout le chemin. On est au début de tout, c'est normal. Oui, mais enfin, en médecine, t'as un problème, c'est qu'il y a des vies derrière. Et donc, les études de médecine ne peuvent pas glander pendant 20 ou 30 ans, parce que derrière, on va casser du malade. Donc, il est urgent que la formation des jeunes médecins, elle s'adapte au nouveau monde rapidement, parce qu'il n'est pas moral, il n'est pas acceptable moralement, politiquement, philosophiquement, qu'on casse du malade parce qu'on n'a pas correctement intégré notre interface avec l'intelligence artificielle. Nejma, toi, c'est ce que tu fais, c'est que justement, sur les formats, les professeurs, des choses comme ça, vous apportez une solution pour que justement ces gens-là puissent commencer à utiliser les outils d'intelligence artificielle. C'est exactement ce qu'on fait, ouais. Donc on a une IA générative qui est entre les mains de l'enseignant, qui va orchestrer en fait. C'est laquelle? C'est ChatGPT? Knowledge.
Comme LLM, Ouais. On a du Mistral pour l'éducation nationale. Mais sur d'autres marchés, on est sur OpenAI. Attends, Mistral. On peut basculer sur tous les modèles. Tu es l'oncle de Arthur Minch? Oui, Arthur est mon neveu. Non, je te dis, il se débrouille très bien. Il se débrouille bien. Mais c'est vrai que Mistral n'a pas l'argent que les géants de la Silicon Valley. Ouais. Mais tu vois, on a commencé avant que Mistral mette à disposition leur modèle. Et au début, c'était pas forcément ce qu'il y avait de meilleur. Et on a eu 3 mois quand même de test and learn pour pouvoir avoir au moins la même qualité qu'on avait avec OpenAI. Grâce à un RAG. Oui. Et ce qui est important de dire, c'est que finalement, c'est la question de la confiance avec les diagnostics. Et nous, on l'a vu avec les enseignants. Quand tu designs un produit où vraiment c'est l'humain qui a la main, l'acceptation, elle grimpe, mais considérablement. Au départ, nous, on avait un truc où c'était du B2C. Tu mets un contenu et tu peux pas modifier, tu peux rien faire. En fait, t'as pas la main, t'as le résultat. Et ça fonctionnait pas. Mais une fois que tu mets l'humain dans la boucle, mais vraiment, c'est aussi simple que ça, tu vois que dans l'adoption et l'acceptation, on grimpe et ça fonctionne. C'est une sorte de formation, mais moi, je suis vraiment pas étonné que le premier médecin, la première fois qu'il utilise ChatGPT, il va dire « mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Mais avec le temps, il va s'en rendre compte et je pense que on doit former, tout le changement de la formation. Voilà, ça va être plus compliqué que vous pensez parce que l'IA galope tellement vite et notre capacité à nous former, elle est extraordinairement faible. Et quand tu es un médecin de mon âge, alors moi je suis très vieux, mais même quand tu es moins vieux que moi, de te former, de t'adapter aux outils d'IA, ça va être un exercice extrême. Mais ça progresse. Ça va être... Moi, mon médecin m'a dit que ça y est, il utilisait ChatGPT sur plein de rendez-vous. Mais je pense qu'il faut aller surtout au bout de l'étude dont tu parlais, qui était une étude qui a été faite en Angleterre il y a 2 ans là-dessus, parce que c'est non seulement l'IA est meilleure sur le diagnostic, mais elle est surtout aussi meilleure sur la restitution du diagnostic auprès du patient. Elle est deux fois plus empathique. Et exactement, préfèrent l'IA pour la restitution. Et ça, c'est absolument dingue. On pourrait penser que le médecin est meilleur là-dessus. Mais c'est pas ça le problème. Il parlait de l'empathie. La restitution, bien sûr que c'est bien meilleur. Je suis pas étonnée de ça. Mais le problème n'est pas là. À 3h du matin, quand tu es angoissé par tes métastases parce que le scanner n'est pas bien, tu vas pas appeler ton cancérologue et le réveiller, surtout s'il est en train de baiser. Ça va très très mal se passer. ChatGPT peut te parler de tes métastases et de ton scanner jour et nuit pendant une semaine. Ouais. Et donc, tu as un accès à ChatGPT qui est beaucoup, beaucoup plus facile qu'avec ton médecin. Tu ne peux pas avoir ton médecin jour et nuit. Or, tu peux avoir ton ChatGPT qui te parle de ta maladie jour et nuit. Donc, en réalité, sur l'empathie, le médecin ne peut pas lutter contre l'extrême disponibilité de l'IA. Mais tout ça, c'est positif, non? Mais j'ai pas dit le contraire. Mais non, parce que vous aviez l'air de dire le problème, c'est que les médecins vont pas s'adapter. Tu vous vois, Laurent? Non, je sais pas. Non, mais tu as un problème dans la compétition entre nous et l'IA. Jonathan peut te tutoyer. Arrête tes conneries. Non, tu as ta réponse. Ce que je veux dire, c'est en réalité, tu as un problème. Moi, j'ai vachement confiance dans le fait qu'on va évoluer hyper vite. Moi, ma femme, elle est orthodontiste. Oui. Ben, elle regarde tout le temps l'avis de ChatGPT sur est-ce que les dents vont dans le bon sens, le truc. Et c'est assez naturel que ça va aller dans ce sens-là, de toute façon. Ça va être plus compliqué pour une très grosse partie des médecins et ça va un petit peu trop vite technologiquement. Je suis pas d'accord. C'est comme si tu disais dans les années 2000, oula, Internet, ça va trop vite, les gens vont refuser Internet. Une chose, c'est que la moyenne d'âge des médecins en France est extrêmement élevée. Ah oui, ce qui est vrai, nettement plus de 50 ans, et c'est un âge où tu ne suis pas la cavalcade technologique de l'IA aussi facilement. Regarde, récemment, on a plus de 50 ans et on y est. Non, vous êtes pas représentatif. Nejma, elle veut dire un truc, laissez parler Nejma. Non, mais parce que c'est fou, j'ai mon médecin, donc je lui ai fait découvrir ChatGPT, elle connaissait pas. Et j'étais choquée qu'elle connaisse pas. Et c'était la première fois que je rencontrais une personne à qui je parlais d'IA générative et qui ne connaissait pas le sujet. C'était donc mon médecin. Et je lui ai montré du coup ChatGPT. Elle était choquée. Et en fait, la première réaction, c'est oh, mais attendez, mais on va perdre notre travail, mais ça a été terrible. C'est peut-être le moment de changer de médecin. Hein, et en fait, on a un biais dans notre secteur parce qu'on a que des Vous pensez que c'est facile, des gens c'est compliqué pour les gens. Et en fait, 2-3 ans qu'il y a de l'IA générative, c'est rien. C'est pas ça qu'on dit. On dit, et je suis d'accord avec toi, en réalité, vous êtes dans une bulle d'hyper technophiles, de geeks, et vous ne vous rendez pas compte de ce qu'est la France réelle. Ça, c'est vrai. Je voudrais vous exposer. Jeune, quoi. Juste pour répondre, parce que on a fait une énorme digression. Moi, je me suis sur le col roulé. Des cheveux blancs. Ah non. Sur le fait, à un moment, en écoutant ton podcast, sur le fait, effectivement, ChatGPT allait remplacer mes professeurs et que mon business était mort. Oui. J'ai eu très peur de ça. Oui. Et en fait, je me suis rappelé que c'est pas ce qu'on proposait. Nous, on propose de trouver le professeur parfait, donc trouver un professeur, un coach, un mentor qui va te motiver. Non, mais je t'ai dit, toi, t'es une âme de dating, en fait. Voilà. Tu veux pas le dire, qu'en fait. Mais tu devrais communiquer sur le nombre de bébés que crée Superprof. Le mariage.
L'école sera jamais, je pense pas que l'école sera remplacée par des robots, ça fonctionnera pas. Donc. Pas tout de suite en tout cas. L'humanoïde, il est quand même pas... Bien sûr, Alors on va revenir à l'humanoïde. Mais sur les sujets d'empathie, c'est pas anodin quand même. Mais tu pourras avoir un robot totalement empathique, il n'y a absolument aucun problème. Nous, on a créé une IA de dating. On a fait une émission sur France Télévisions à l'occasion de l'IA Action Summit. On a réuni dans une émission de télé-réalité 5 garçons. On a fait un GPT de base. On a fait en fait un duplicata d'une vraie jeune fille qui était là. Ils avaient 10 minutes pour échanger avec 2 jeunes femmes, une vraie et une fausse qui était une IA. T'as dit quelque chose d'important. 10 minutes. 10 minutes sans se voir. Oui, mais sans se voir. C'est à peu près le temps que tu discutes sur une application dating. Ils ont préféré l'IA. Que du chat. 100%, aucun d'entre eux n'a identifié qu'il parlait avec une IA. Aucun d'entre eux. Donc le test de Turing a été passé. Avec l'IA. 4 sur 5 sont partis avec l'IA. 4 sur 5. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu essayes de démontrer? Je démontre juste que l'IA est capable d'avoir d'empathie, elle est capable de mentir, elle est capable de faire ce que tu veux lui demander de faire. Et donc, il n'y a absolument aucun problème demain d'avoir un robot humanoïde. Il y a le premier qui vient de sortir à domicile, la X1, là, voilà. Donc, dans quelques années, tu peux tout à fait envisager avoir un robot humanoïde dans les écoles qui viendra compléter le prof, bien évidemment, sans doute. Mais on sait que le modèle d'un prof avec 30 gamins, ça marche pas. C'est évident. Ça ne marche pas. Donc, il faut trouver autre chose. Et il est urgent de trouver autre chose. Sinon, on va dans le mur. Au-delà de il faut trouver autre chose, il faut repenser la manière dont on enseigne et surtout ce qu'on enseigne. Oui, mais c'est pas que le programme. C'est le modèle. Bien sûr qu'il faut des relations sociales pour les gamins. Il faut que les gamins vivent ensemble, bien évidemment. Mais on ne coupera pas à avoir demain des robots humanoïdes dans les classes qui effectivement compléteront pour ceux qui ont des difficultés avec l'enseignant. Ok, très bien. Mais ça sera une transition. Personne n'est capable de dire où on en sera dans 15 ans. Aucun d'entre nous ne sait quand est-ce disparaît. Mais on n'en sait rien. Quand est-ce qu'on aura l'AGI? Tout le monde, personne n'est d'accord sur la superintelligence artificielle. Si, Laurent, il dit que c'est d'ici 2035. J'ai jamais dit ça. Je parle du... Excusez-moi. Arrête de faire dire à Laurent des choses. Là-dessus, je parle... Est-ce que quelqu'un peut brûler mes fiches, s'il vous plaît? Je parle du consensus actuel et de la fourchette du consensus. C'est pas mon opinion personnelle qui n'a aucun intérêt sur l'arrivée de l'AGI et de la super IA. La Silicon Valley, Paris, l'IA qui dépasse l'humain dans toutes les dimensions cognitives entre 2027 et 2035, et la super IA entre 2030, 2032 et 2040. C'est une IA qui serait des milliers de fois plus intelligente que la réunion de tous les cerveaux humains, par exemple. C'est-à-dire ça dépasse l'AGI, qui est une IA qui nous dépasse légèrement dans toutes les dimensions cognitives, mais qui n'est pas très supérieure à nous. Voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que pour le système de l'éducation, on a un vrai problème. Dans l'hypothèse où Musk et Altman auraient raison sur l'arrivée de la super IA, on devrait reconsidérer complètement l'éducation. Un mec qui n'est pas complètement con, qui est le patron fondateur de Nvidia, la seule boîte qui vaut 5 000 milliards de dollars dans l'histoire de l'humanité, dit qu'en 2032, l'IA sera 1 million de fois plus intelligente que le chat GPT d'aujourd'hui. Ouais, à tort ou à raison. Donc c'est vrai que là, on aurait une rupture sans doute de la façon dont on apprend. Il faudrait commencer à réfléchir au modèle économique, il va falloir réinventer avec ça, parce que le modèle qu'on a aujourd'hui ne peut pas tenir sans croissance démographique, avec des IA qui font notre job. Il va falloir réinventer complètement la manière qu'on a de vivre. Alors, et même la valeur travail d'ailleurs. Super IA, c'est un super nom de domaine en tout cas. Moi, je crois qu'il doit être très cher celui-là. Mais Laurent, lui, toi tu dis ne faites plus d'études, ça sert strictement à rien. C'est le titre de ton livre. Ouais, alors notre bouquin qui est là. Notre bouquin. Non, alors nous on est convaincus. Alors on a avec Olivier Babot, on a plusieurs agrégations, plusieurs doctorats, pas mal de grandes écoles. Donc vous avez fait beaucoup d'études à notre actif. C'est formidable. Et on est convaincus. C'est un chasseur qui est devenu vegan. Exactement. L'évolution technologique d'aujourd'hui fait que ce qu'on a fait n'a pas de sens et que l'université telle qu'elle est construite aujourd'hui, à part quelques cursus d'exception, n'est pas une bonne aide. D'autre part, les jeunes aujourd'hui qui se mettent à faire un doctorat de sociologie inutile, ils passent à côté de l'opportunité extraordinaire de créer des startups au cul de l'IA, au moment où il y a plein de choses à inventer, où il y a les Google du futur à inventer, etc., etc. Mais c'est pour ça que je pense pas que c'est pas de ne pas faire d'études. Je pense que on ne dit pas il ne faut pas d'apprendre. Par exemple, en médecine, les yeux dans les yeux, je dis aux jeunes, ne faites pas d'études de médecine aujourd'hui. Tu leur dis, on ne fait pas d'études. Du coup, on n'a plus de médecins. Peut-être en 2000, on manque pas de médecins, on en a quasiment 250 000. Peut-être qu'en 2030-2035, on pourra faire médecine. Si vous faites médecine aujourd'hui, vous allez perdre 10 années de votre vie. Parce que les facultés de médecine ont besoin de quelques années pour s'adapter à l'IA. Et aujourd'hui, elles vous forment à la médecine d'avant l'IA. Donc vous allez être écrabouillé par l'IA et votre valeur ajoutée va être extrêmement faible. Et 10 années d'études, la médecine,
pour être généraliste. Hein, c'est 10 ans maintenant. Oui, mais rien ne t'empêche d'utiliser déjà. Normalement, tu as 20 ans là, tu utilises déjà ça. Donc, non, mais tu ne vois pas comment fonctionnent les facultés de médecine. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai pas fait de faculté voilà. de médecine. Donc tu vois pas. En réalité, aujourd'hui, on envoie au casse-pipe les jeunes dans le monde de la médecine. Et là, je dis vraiment, ne faites pas d'études. Je ne dis pas que les facs de médecine. L'alternative du coup, Laurent. Bah, faut pas. C'est révolutionnaire. Il y a des gens qui vont faire médecine, mais à titre individuel, faut pas faire médecine. T'attends 10 ans. Et dans 10 ans, tu refais médecine. Si tu veux rendre service à la collectivité, tu rendras 1000 fois plus service à la collectivité en créant une start-up de biotech, une start-up faisant de l'IA médicale, excuse-moi, c'est notre thèse, que de faire des études de médecine. On va pas manquer de médecins. On a beaucoup de médecins en France, on a même trop de médecins contrairement à ce qu'on raconte, donc c'est pas grave s'il y a certains jeunes qui ne font pas médecine. La thèse de Laurent, c'est de dire ne faites pas des diplômes, faites des compétences, et en réalité, quand tu es un faiseur et quand tu développes ta créativité, quand tu développes tes compétences, etc., tu développes une flexibilité, en fait, une agilité mentale qui fait que tu seras sur le marché du travail beaucoup plus intéressant. Oui, mais j'ai l'impression que les études, t'apprends toujours à apprendre pour les études. C'est ça, tu réfléchis, quoi. Non, mais 10 ans d'études pour être médecin généraliste aujourd'hui, vu la déferlante de l'IA, je suis convaincu que c'est du temps perdu. Aude, elle a lu ton livre. Absolument. En détail. J'ai vu. En détail. Elle a lu ton livre en détail et comme tout professeur qui se respecte, elle a pris des notes. J'ai vu qu'elle a coché, etc. Oui, complètement. Et elle m'a dit un truc, elle m'a dit, mais en fait, Laurent Alexandre, il s'est ramolli. Je trouve. En fait... Écoute, alors là... Tu t'es ramolli et explique-nous, Aude. Oui, moi je trouve que, écoute, alors qu'en 2024, je m'inscrivais plutôt en faux par rapport à ce que tu écrivais, je trouve que là, j'ai des raisons de te rejoindre sur sur des idées. En fait, autant je trouvais ta posture très dure en 2024, autant finalement... Transhumaniste, presque eugéniste, hein, presque là, dans certains aspects. Tu passes la première partie du livre à nous dire, finalement, c'est de la maltraitance si vous augmentez pas vos gosses avec de l'IA, etc., Neuralink, etc. Et à la fin, vous dites... Ah, mais finalement, dans le fond, cultivez votre part d'humanité, un petit côté jésuite, libido scendi, etc. Soyez des êtres apprenants, aimez-vous, lisez. Non, on n'est pas aussi niais que ça. Mais en revanche, il y a quelque chose de cet ordre. Il y a une ambivalence, je trouve. Non, en revanche, c'est vrai. Tu as renoué avec une humanité. Olivier et moi. Mais je pense qu'il n'y a que les woke qui lisent des bouquins et donc il a mis un côté un peu woke pour en vendre un peu plus. Non, pas du tout. Mais Olivier et moi, on est convaincus que la culture générale est l'essentiel de ce qu'on doit avoir, en plus de la capacité à orchestrer les intelligences artificielles. Et on pense que la culture générale, notamment la culture historique, est fondamentale, parce que pour imaginer le futur et pour t'adapter à ce que va être le futur, etc., il faut avoir une culture historique. On ne peut pas deviner le futur sans culture historique. La culture historique, c'est la base de ce qui te permet de faire de la prospective. Et c'est pour ça que ça nous semble important, en complément de la capacité à être un chorégraphe des IA, tu vois, et tu as vu la fin du bouquin, à être adaptable et avoir une forte agency, c'est-à-dire la volonté de faire. Et du coup, est-ce que tu reviens sur cette posture qui consiste à dire l'être humain est entravé par sa conscience, quelque part, c'est ta thèse, au début, tu expliques ça très clairement. Ah, explique, ça veut dire quoi, ça, être entravé par c'est ce qu'il dit, c'est ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire, Tu dis Laurent ? finalement, en fait, notre faiblesse, quelque part, c'est que les super IA dont on parle, finalement, elles seront plus fortes que nous parce qu'elles n'auront pas des états d'âme, elles ne seront pas un peu déprimées, elles ne seront pas limitées par des biais, etc. Elles ne sont pas limitées parce qu'elles peuvent bosser jour et nuit. Exactement. Parce qu'elles ne passent pas leur temps à bouffer, à baiser, à se plaindre, à fumer, à dormir, etc. Donc on a une infériorité biologique qui est évidente. C'est pour ça qu'il faut la jouer fine. Et comme vous savez, les dirigeants de Google sont persuadés que la bataille est perdue. D'ailleurs, c'est l'opposition entre les dirigeants de Google et Elon Musk sur ce point qui a conduit à la création de Neuralink. Et l'OpenAI aussi. De Neuralink. C'est-à-dire que les dirigeants de Google expliquaient à Musk qu'on avait perdu, que l'humanité avait perdu. C'est une discussion qu'ils avaient il y a 10 ans. Et là, Musk dit non, on va sauver les hommes et moi je vais créer une technologie pour les augmenter. Et donc, on va leur mettre des puces dans le cerveau pour qu'ils soient compétitifs avec l'IA, alors que les dirigeants de Google, Sergey Brin et Larry Page, disaient « mais la bataille est perdue, on a perdu la bataille, l'IA n'est pas un outil, c'est notre successeur ». Et Musk s'est opposé à ça, et c'est pour ça qu'il a développé la technologie transhumaniste qu'est Neuralink. Alors, même Nejma, qui, quand je lui ai dit il y aura Laurent Alexandre qui sera là,
Et il y a un côté, quand on dit que Laurent Alexandre est là, il y a un côté un petit peu sulfureux, un petit peu, tiens, oulala, Laurent Alexandre, attention, on joue un peu avec le feu. Non, mais sincèrement, il y a eu mais quelques... Pour moi, c'est ce qu'on m'a dit, mais c'est... On confond souvent... Et Nejma, je lui ai dit ça, et elle m'a dit, oulala, et puis elle a été regardée, elle m'a dit, finalement, je suis d'accord, d'accord avec Laurent. Il y a un truc qui est très dangereux dans le monde intellectuel, quand on écrit des bouquins comme moi, c'est que les gens confondent ce que je pense et ce que je veux. Je vais prendre juste un exemple. Oui, c'est intéressant. On me traite d'eugéniste et tout le monde dit il est eugéniste. Parce que je parle des tentations eugénistes de la Silicon Valley, de la sélection embryonnaire, etc. Alors que ma femme et moi, si nous avions eu un enfant trisomique, nous n'aurions pas fait d'avortement. Nous aurions gardé un enfant trisomique. Je suis profondément anti-eugéniste. Et comme je parle des technologies eugénistes de la Silicon Valley, les gens pensent que je fais mienne cette vision-là, ce qui n'est pas du tout le cas. 97% des enfants trisomiques sont avortés en France. Oui. Et moi, j'aurais gardé un enfant trisomique avec ma femme, ce qui prouve à quel point je suis loin de la vision eugéniste. Mais c'est vrai que les gens m'accusent d'être eugéniste parce que j'en parle. C'est comme si un professeur d'histoire spécialisé dans le Troisième Reich, on le traitait de néo-nazi. Exactement. C'est de même nature. Je suis entièrement d'accord. C'est pas parce que tu parles d'un sujet que tu en es le complice. De toute façon, c'est un fait. Il existe aujourd'hui des tris embryonnaires et on peut le déplorer ou pas. Mais en tout dans cas, la Silicon Valley, il y a une start-up, bien évidemment, qui s'appelle Orchid. Il y a non, mais maintenant, qui est financée par Elon Musk d'ailleurs. Oui, mais maintenant, ce sont des start-up qui font plus de la sélection embryonnaire sur des caractéristiques physiques, mais qui font de la sélection embryonnaire sur le QI, sur l'intelligence, ce qui est une étape dans la transgression. Mais aussi sur des gènes, est-ce que tu préfères avoir performance physique aussi. On mesure la QI à partir d'un ADN. L'intelligence est majoritairement génétique. Et ça, ils arrivent à trouver des patterns. On connaît pas tous les variants génétiques qui expliquent notre intelligence, mais on en connaît de plus en plus. C'est bienvenu à Gattaca. Ok. Ouais, c'est ça. Mais généralement, on n'en parle pas trop, justement. On veut pas trop en dire. C'est très moyennement politiquement correct, mais il y a 2 startups déjà qui font ça, qui font de la sélection intellectuelle des bébés. C'est-à-dire, on prend le sperme du mari et les ovules, on fait des bébés en éprouvette, on prend une cellule des bébés en éprouvette, on analyse l'ADN et on prend le bébé le plus intelligent. Après, si c'est le choix des parents, moi je respecte toujours le choix des parents. Mais non, mais si les parents ils veulent ça, c'est leur problème. Mais c'est pas notre choix, c'est leur choix. Alors il faut savoir que les Américains qui sont très religieux étaient profondément hostiles à ce type de technologie. Depuis la sortie de ChatGPT, le pourcentage d'Américains qui veulent utiliser cette technologie pour leur bébé a explosé. 37% des Américains souhaitent utiliser la sélection embryonnaire des bébés pour qu'ils soient plus intelligents et qu'ils soient compétitifs avec l'IA. Et donc ça... Il suffit qu'une personne le fasse pour que tout le monde veuille le faire. C'est un phénomène d'accoutumance à la morale, en fait, d'habituation. Les gens se disent, si mon bébé a un quotient intellectuel normal et que tout le monde a le QI de Bill Gates, il va un petit peu avoir du mal à trouver du taf. Tout le monde veut donner sa chance à son enfant. C'est pour ça, il suffit qu'une personne le fasse, la logique c'est... Et puis les gens ont peur aussi que les gamins soient pas compétitifs face à l'IA. Après l'intelligence, moi je modère vachement l'intelligence parce que je suis pas sûr que la réussite c'est l'intelligence. C'est 2 choses différentes, la réussite et l'intelligence. Voilà. Oui, mais là on parle d'intelligence. C'est un petit peu lié. Moi je suis vraiment pas d'accord et je vais te dire pourquoi, parce que toute ma vie j'ai été parce que t'es très con en fait et que t'as réussi. et oui, en plus. Tu te considères comme con? Je me considère comme mec assez moyen intellectuellement. T'es extrêmement intelligent, t'as un très haut QI. Bien sûr. Arrête de nous la ramener. Non, mais arrête, tu nous fais ton... Laissez-moi finir, je vais vous dire tu as fait ton test de QI? Non, mais... Bon, mais je peux te dire que mes têtes QI, il est très élevé. Mais comment tu sais ça? Une prise de sang. Je te dis que je sais tu discutes une demi-heure avec quelqu'un, tu connais son QI. Il faut différencier ton intelligence cristallisée qui est de l'école, tes connaissances et ton intelligence fluide. Évidemment, alors moi j'ai toujours mis l'intelligence sur le dos de l'école. Ok. Donc ça, c'est sûr que c'est... peut-être ça mon erreur. Effectivement, elle a raison. Émotionnel. Tu confonds l'intelligence cristallisée et l'intelligence fluide. On est d'accord, mais l'intelligence, ça vient avec le temps aussi. C'est-à-dire que moi, je pense que quand j'avais moins de 16 ans, j'étais franchement bête. Mais vraiment. Non. Mais je m'intéressais à rien. Je m'intéressais à rien. Tu avais moins d'intelligence cristallisée, tu avais déjà la même intelligence fluide. Je pense que c'est avec le temps, à force de réfléchir, de vouloir me sortir de mes... Ton cerveau, il n'était pas encore complètement développé à 16 ans. Par une prise de sang, tu me connais pas. Argument d'autorité, tu ne connais pas le sujet. Pour les bébés, je me suis mais je comprends ce que tu dis. Ok. Bien sûr. Mais on ne connaît pas encore tous les variants génétiques qui déterminent l'intelligence. On n'en connaît qu'une partie. Et parce que
Il n'y a pas un gène de l'intelligence, il y a plein de variants dans notre ADN qui expliquent nos capacités intellectuelles, mais et l'intelligence n'explique pas la totalité de... L'intelligence n'est pas complètement expliquée par l'ADN. L'ADN explique entre 50 et 65%. Il te reste une marge de 25% globalement avec l'environnement, la nourriture, la stimulation, le hasard. Le hasard de câblage neuronal. Exactement. Dans l'autisme, c'est pas génétique, c'est des hasards de câblage, par exemple. Si tu as des bonnes connexions neuronales quand tu es petit, si tu es bien stimulé, etc., il te reste une marge de 25% globalement. Ok. Et une grosse partie qui se joue entre 0 et 6 ans d'ailleurs, hein, sur la partie éducation, c'est très important. Francis, toi, tu as décidé de ne pas avoir d'enfant. Ouais, exactement, tout à fait. Et j'ai des dossiers. Ouais, t'as des dossiers, tu connais bien. T'as 0 enfant. Non, mais attends, j'ai même des dossiers. On m'a dit que tu avais fait une vasectomie à 26 ans. Et écoute, j'échange en ce moment, on en discute avec ma femme. Parce qu'effectivement, c'est non, mais c'est faux alors, tu l'as pas fait. Ça, c'est faux, oui. Ah, Non, mais j'ai plein de dossiers faux. Incroyable. Non, mais les gens parlent. Mais j'y songe sérieusement, j'y songe très sérieusement. Faire quoi ? La vasectomie. Tu ferais mieux de faire des bébés. Non, non. Non, mais si personne fait de bébé, la France va disparaître. Les femmes intelligentes font très peu d'enfants parce qu'elles sont très diplômées et du coup, elles ont des enfants très tard. Oui, mais c'est un tort. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelques bébés parce que si vous prenez la Corée du Sud, la Corée du Sud est en train de disparaître. La population en Corée du Sud va être divisée par 10. Non, mais c'est... Qui a des enfants là autour de la table ? Qui a des enfants ? Puis évidemment. Moi, je veux plus. Non, mais vous voyez, on n'est que 4 sur 7. C'est pas énormissime. Non, mais je voulais juste savoir pourquoi Francis n'avait pas d'enfant. D'abord, il y a un pattern qui est clair. Ne veut pas avoir d'enfant. Les entrepreneurs font des gosses. Tu peux regarder statistiquement tous les potes. Et d'ailleurs, il y a 3 gosses souvent. Je sais pas pourquoi ils aiment faire. C'est la Trinité, Francis. Non, mais c'est peut-être ça. Il y a un sujet là-dessus. Moi, j'ai plein de potes autour de moi qui ont 3 gosses. Moi, j'ai pris cette décision très jeune, à l'âge de 20 ans, de pas avoir d'enfant et de faire un choix de carrière parce que on dit souvent que pour les femmes, et c'est une réalité, que c'est un poids dans la carrière de faire des enfants, qu'il y a des trous de carrière effectivement chez les femmes, et c'est un vrai problème. Mais tu peux avoir aussi la même chose chez les hommes, parce que si tu as envie vraiment de t'en occuper. Et moi, je suis contre cette espèce d'obligation sociale de se dire il faut faire des gosses, il faut se marier. J'étais opposé contre ça très jeune, et ça s'est construit petit à petit avec, j'allais dire, des éléments complémentaires au fil du temps. Non seulement, effectivement, j'ai jamais eu le temps d'en faire et je suis très libre et je suis très heureux comme ça et j'ai jamais ressenti ce besoin. Et si t'en ressens le besoin, c'est génial, il faut le faire. Mais si t'en ressens pas le besoin, il y a aucune raison que la société t'oblige à en faire. Ça fait des parents qui s'en occupent pas, ça fait des catastrophes éducatives derrière. On n'a pas parlé d'obligation. Non, mais il y a quand même un petit peu. Mais ne pas faire de bébé, c'est être un mauvais citoyen que de ne pas faire de bébé. Je l'assume totalement d'être un mauvais citoyen. Non, mais attends, je voudrais revenir sur un caractère. Revenir sur un caractère que tu viens de dire qui est quand même assez qui est super woke, ce que tu dis, c'est que je ne veux pas infliger quand même à une femme le burden, quoi, en fait, comment dire en français, le fardeau d'un enfant dans sa carrière. Donc quelque part, je me réfère. Si, il a dit ça. Si, il y a ça. Il a dit ça. C'est personnel. Non, il y a cette partie-là, et puis il y a une logique, effectivement de couple, mais il y a aussi une logique, j'allais dire, un petit peu environnementaliste, dans le sens où je pense que si effectivement la France a besoin de gamins, le monde entier n'en a pas besoin. On en a largement trop, d'accord ? Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où il faudrait faire attention. Donc il y a presque un truc écolo derrière ? Mais exactement, il y a la fois une dimension écologique. Il y a une dimension écologique, mon cher Laurent, et il y a aussi une dimension de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'enfants aujourd'hui dans ce monde qui meurent de faim, qui sont dans des difficultés qu'on ferait mieux de s'occuper d'eux que d'essayer de refaire nous ici des enfants chez nous en France, quoi. Alors tu devrais adopter. Mais c'est une possibilité, mais là j'en reviens à mon premier sujet qui est que je n'ai pas le temps et que j'ai pas l'envie de cette responsabilité-là. Est-ce que je peux dire quelque chose de très qui va vous choquer certainement toi Francis, d'après ce que je comprends. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas non plus, les féministes ne vous ont pas mis dans une logique qui est de dire que le père doit être absolument présent. Moi, je pense qu'un père n'est pas... le rôle du père est d'être exemplaire, pas forcément d'être présent. Il y a pas une présence... Je suis absolument pas d'accord avec ça. Oui, je sais que tu n'es pas du tout d'accord avec ça. Mais non, mais bien sûr, vous n'êtes pas d'accord. C'est un débat. Je jette une question. Tu sais qu'on a beaucoup privé... Je trouve qu'on a beaucoup Moi, je ne supporte pas les hommes qui portent, par exemple, les enfants sur le ventre. Ah non, et je te jure, je trouve ça un petit côté réac. C'est pour ça qu'on t'aime bien. Ah, mais c'est très réac. Je suis très réac. C'est bien d'assumer. Et moi, je l'assume, je le dis, je ne comprends pas. Je comprends pas ce truc-là. C'est incroyable de le faire, c'est incroyable. Moi, je l'ai fait avec mon fils, c'est incroyable. Mais moi aussi, je l'ai fait. Et je
plutôt que d'être comme un con avec sa poussette, débile. moi par contre c'est la poussette, moi que j'ai vachement de mal. Ouais, moi je trouve ça sympa d'avoir la poussette. Moi la poussette, je trouve que ça fait enfant handicapé, j'aime pas du tout. Par contre, le porte-bébé, c'est incroyable. Et tu lui parles, tu lui racontes des trucs. Donc vous voudriez être enceinte également? Non, mais ça n'a rien à voir. Mais si, mais bien sûr que si. Mais non, Carlos. Mais bien sûr que si, que c'est une une protection. à l'extérieur, à l'extérieur. On est dans une Arrêtez. société qui prive vachement les pères du fait d'être en connexion avec leurs enfants. Et moi, je suis ravie que mon mari, il ait pris cette place-là. Je dis pas qu'on a la même fonction, c'est pas le cas. Mais en fait, je suis heureuse de pouvoir compter sur lui. Il prend beaucoup de place auprès des enfants et je trouve ça génial. C'est pas ce qu'il dit, je pense. Moi aussi, j'ai été très présent Il a fait du pot par à rapport pot à mes avec enfants. nos 3 enfants, etc. J'ai pas trouvé ça bizarre. Il a trouvé que c'était un lien très fort qu'il a eu avec chacun de nos enfants. Je me suis pas sentie usurpée dans mon Je suis rôle, seul etc. réac. Non, mais ce qui est génial, attends. Carlos, c'est d'être en 2025 et d'avoir le choix, en fait. C'est ça qui fait. T'as le choix. Mon propos, Ça qui est cool. ce que je veux dire par là, c'est que, je sais pas. Attention là, tu as ton bourbier, Oui. vas-y. Non, mais on a Allez, mis écoute, énormément de pression sur le mâle en lui disant Le mal alpha dominant. exactement le mâle alpha dominant, parce qu'on parle d'entrepreneur, donc il y a quelque part du mâle alpha dominant, en lui disant, et ce que j'entends dans Francis, c'est je ne suis pas en capacité, par rapport à justement mon projet professionnel, à remplir le rôle que la société moderne demande aujourd'hui Alors au non, père, pas du et tout. donc du Tu coup, m'as mal je ne compris. fais pas d'enfant. Non, du rôle que moi je m'imposerais et que j'estime être celui que devrait être le père. Mais l'avantage qu'on a en 2025, c'est d'avoir cette liberté de choix. Et ça, c'est quand même génial. T'as envie de porter ton gamin devant, tu le portes. T'as envie d'être présent, t'es présent. T'as pas envie d'être présent, t'es pas présent. En fait, on a une liberté absolument Et tu veux pas incroyable. d'enfant, t'en as pas. Exactement. Et moi, j'ai choisi de pas en avoir et j'en ai pas. Et Ok. ça me va très bien. Mais t'es pas malheureux. Mais pas du tout, ça me manque pas en fait, c'est ça le truc. Ok. Si ça me manquait, je pense que j'aurais changé d'avis. Mais Et je c'est un m'étais choix. dit à 20 ans, peut-être qu'en cours de Non, route, mais je vais t'aimes changer bien d'avis. être Tu vois. dans Et tu des, peux encore changer d'avis. Et je quoi. peux Enfin, tu vois peut-être ce que je veux encore dire, changer d'avis, puisque j'ai pas encore fait la vasectomie, effectivement. Moi, aujourd'hui, ça ne me manque pas du tout. Mais pourquoi Un jour, peut-être. pourquoi ne pas avoir d'enfant est insupportable. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais De savoir, non, mais parce que on a eu- que tout s'arrête le jour où on meurt, je trouve ça horrible. oui, mais on va mourir dans 200 ans. On nous promet la vie éternelle. Non, Donc, c'est est-ce pas- qu'il y a besoin encore de faire Fais des pas enfants des Alors d'abord, la enfants mort de la pour mort qu'ils n'est pas te encore là. survivent. La mort de la mort n'est pas. Et puis transmission, effectivement, Carlos. pour la société, la transmission, une société de jeunes. Parce que si on fait comme lui, on va avoir une société de gens de 90 ans. C'est-à-dire, la France va devenir un Orpea géant. C'est quand même pas super cool. Mais On tu fais pas comprendra ça pour la peut-être que les société, retraites, tu fais ne ça par fonctionnent rapport à toi, ton besoin, ton Non, désir. mais on a une responsabilité sociale. Tu veux de Bien faire sûr, 0 mais enfant tu es et pas d'avoir en une train France de- où il y a que des vieillards, Kakoshim avec le sonotone, le T'es pas en déambulateur, et puis des couches culottes chez Orpea, c'est quand même un destin pas super rigolo. Il vaut mieux qu'on On fasse est à un peu de table bébé. Oui, mais on a déjà tous fait un choix, c'est de rester en France et de payer nos impôts ici. C'est déjà pas mal. Non, pas Par rapport moi. à tous ceux qui sont Je suis partis, désolé. non? On n'est pas d'accord? Non, moi, je suis Donc, parti. moi, je suis resté en France, je paye mes impôts en France, je fais une grosse contribution, je fais de l'éducation, j'aide plein de gens, j'ai monté 15 boîtes, je suis super content de C'est l'avoir pas une fait. question sociale, c'est une question de rajeunissement. Oui, mais Une société qui deviendrait ultra vieillissante serait une société sûr. mortifère. bien sûr, mais il y a plein d'autres gens qui vont en faire des gosses. Non, mais C'est pas grave. outre ça, je pense qu'en plus, le fait de décaler la mort à plus tard, il y a une forme de recyclage. Si on meurt plus loin, qu'en fait, on va garder des cons plus longtemps. Vous êtes conscient de ça, qu'en fait. La mort a quand même intelligents ça aussi. de très efficace, que ça permet de foutre en l'air. Au point de perdurer, quoi. Ben voilà, bien évidemment. Je suis pas Donc, sûr que tu es plus ou moins de cons par génération. Hein. Est-ce À que mon les avis, cons c'est vivent pas- plus longtemps? C'est possible. La mauvaise herbe. Alors moi, j'ai juste un truc. se passe un truc. J'ai une petite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il se passe un truc. passe un truc. Il se passe quelque Non, chose. mais non, mais dis-moi. Mais non, mais. Si on vous dérange. Non. Ça se transforme en le date. Ouais. Ce n'est plus le dîner. Je voulais juste préciser un truc. Moi, j'ai attendu 40 ans avant de trouver la bonne femme pour faire un enfant. Bah voilà, comme moi. Ouais, mais bien sûr. Mais quand j'ai eu mon fils qui est arrivé, je te jure, c'était vraiment un truc extraordinaire. Moi, j'ai fait. Bah, j'entends- tous, mais moi aussi. J'avais ma boîte, tu vois. J'ai pris 3 mois de congé paternité. Je voulais vraiment l'accueillir. Oh là là. J'ai fait du porte-bébé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai été à fond dans le truc. Non mais. Et J'ai mis une perruque. c'est. Je te charrie. Ah, mais c'est- J'étais obligé de le placer. Non, mais c'est incroyable. C'est un moment exceptionnel. Et plus il grandit. Est-ce que en tu plus- as allaité ou Tu verras, Comment t'as fait Jonathan. Avec Tu un vas biberon. pas tomber J'ai allaité malade avec un quand t'auras biberon. bébé. Le plus important, c'est les enfants, et le reste, ça vient Mais c'est loin votre- derrière. Encore une fois, c'est votre choix. Je n'ai pas d'enfant. Arrête J'aurai de vous peut-être le voyer en jour où j'aurai des douille. enfants. Pardon. Le jour où j'aurai des Ah, enfants. c'est pas parce que je suis vieux Non, mais que... pardon. Le jour où j'aurai des enfants, c'est le côté costard, moi, ça me stresse. Désolé. C'est vrai,
verrai un mec en costard toute ma vie, je les vous voyez. Et c'est pour ça que je n'ai jamais mis de costard. Tu m'impressionnes. Désolé. Qu'est-ce que c'est que ce connard? Non, mais désolé. Nejma, elle dit, moi je savais pas que j'étais bonne à l'école. Et puis un jour, il y a un prof qui m'a dit, tiens, tu veux pas faire du latin? Et c'est le latin qui t'a fait changer d'établissement et tout ça et non? Non, mais c'est vrai. Bon, allez, tu me Carlos, balance tes notes, c'est fini. Là. Ça sert à rien. Non, mais c'est n'importe Non, quoi. mais on a déjeuné ensemble, tu m'as raconté ça, quoi, en fait, merde. C'est marrant. C'est C'est marrant que tes préparateurs de fiches soient à ce point des bras cassés. C'est moi! T'aurais mieux essayé de prendre ChatGPT, ça aurait été bien meilleur. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. À l'école, quand t'es pas un bon élève, t'as un syndrome de l'imposteur qui te dit que t'es bête. c'est ça, que t'es bête, que t'es idiot, que tu vas pas y arriver. On te propose, la conseillère d'orientation te propose de faire un CAP boulangerie. Je ne sais toujours pas cuisiner et j'ai jamais voulu, faire On ça. t'a proposé un CAP boulangerie? Oui, on m'a proposé un CAP boulangerie. On m'a proposé effectivement de faire un cours de latin. Ce qui m'avait étonné, mais c'était pas ça le sujet, c'était que en fait, à ce moment-là, il y a d'autres parents qui se sont plaints parce que pourquoi est-ce que Nejma a le droit d'aller en latin et pas ma fille, et pas machin, et pas truc. Et là, tu vois qu'effectivement, il y a des attentes, il y a des personnes qui pensent que il y a certains jobs qui sont pour certaines personnes, il y a certains postes qui sont pour d'autres, donc il y a des idées préconçues qui, au final, ont un impact aussi sur ta trajectoire. C'est ce qu'on appelle, c'est quoi la prophétie autoréalisatrice. Non, mais l'orientation à l'école, c'est un impact. sujet catastrophique. Et donc on a quand même un problème, effectivement, c'est que on a des personnes qui sont aussi très bonnes, qui sont douées, qui sont des personnes intelligentes, qui ne vont pas créer de la valeur pour la société parce que l'école, à un moment donné, les a laissés tomber. Moi, j'ai un truc particulier, j'ai fait une partie de ma scolarité au Murau, donc au Bougimont, zone école Jules Ferry. Bref, on est une trentaine dans la classe, c'est la jungle. Et en fait, je suis en CE1 et on me demande de lire. Et en fait, je bégayais, je sais pas lire. Je suis paniquée, en fait, je sais pas lire. Et jusqu'à présent, je suis passée un peu entre les mailles du filet parce que, on me demandait de lire. Donc, soit j'entendais ce que disait l'autre avant et je retenais. Enfin, j'avais trouvé des techniques. Ce jour-là, on m'a dit, bon, Nejma, tu sais pas lire, on va te prendre et puis tu vas rester dans cette classe, mais tous les matins, tu iras dans un petit groupe. Vous serez 10 et on va vous apprendre à lire. Et donc là, en fait, on me met devant un tableau, il y a une prof, et en gros, elle m'explique, elle dit, en fait, c'est très simple, Nejma, il faut que tu décomposes. Je dis, mais quoi décomposer? Puis elle me met une phrase comme ça au tableau, elle dit, ton père est parti à la boulangerie, elle dit, boulangerie. Et là, je me dis, mais what? C'est ça lire? Mais quelle dinguerie! C'est juste ça, décomposer? Et en fait, il m'a fallu quoi? Une séance. Après, ça y est, je pouvais. On ne t'avait pas appris avant. On m'avait pas appris avant. L'école ne t'avait pas. Non, mais voilà. Ce qui est le b.a.-ba de l'apprentissage de la lecture. Non, mais la lecture. Non, mais qu'est-ce qui avait Par changé? définition. Non, mais Le concrètement, b.a.-ba. qu'est-ce qui a changé? C'est que moi, je rentre à la maison, personne va me dire, Nejma, est-ce que tu as lu ou t'as pas lu? Personne ne se pose la question. J'ai découvert, je t'avais dit il y a un an, que j'ai un trouble de l'attention. Donc en fait, moi, j'étais un peu dans les vapes. Je voyais pas ce qui se passait en classe. Et donc, il a simplement fallu me mettre dans une pièce avec beaucoup moins d'élèves, où j'avais l'enseignante face à moi qui m'a expliqué, la maîtresse qui m'expliquait. Et littéralement, au bout de la première séance, quelques heures. Deuxième, ouais, c'est ça, mais tout de suite, j'ai compris, je fais, what? C'est vraiment le eureka, quoi. Je dis, ouais, c'est ça. Et bam. Et donc, en fait, aujourd'hui, à l'école, le problème, c'est que tu as des classes où tu as beaucoup trop de monde. Quand tu viens de milieux où, en fait, tu n'as pas les parents qui peuvent t'apprendre à lire ou que sais-je, tu connais l'alphabet, t'as juste pas ce moment où on t'explique comment lire, sauf que c'est hyper important. J'étais en CE1. Plus tard, aujourd'hui, j'estime que je crée de la valeur pour la société, je crée de l'emploi, etc. Je crée une boîte. J'ai même fait Hippocaïncaïn, la grosse blague. Mais savoir lire, c'est pas évident, surtout. Non, mais tout ça pour dire que encore une année supplémentaire, et en fait, t'étais morte. C'est ça. Ouais. Et je sais pas ce qui est devenu. Qui prouve la thèse, en fait, de... Alors, je crois pas qu'elle était morte. Je pense qu'elle se serait rattrapée aux branches. Je ne crois pas une seconde qu'elle serait tombée dans les poubelles de l'histoire, parce que comme elle est très maligne, elle se serait rattrapée à un moment ou à un autre. On sait qu'il y a un truc entre vous. On sait qu'il y a un truc entre vous. Non, c'est ce que je pense. Je ne crois pas qu'il y ait des génies cachés dans la société moderne. Je ne crois pas qu'il y en ait. C'est-à-dire, je pense que quand tu es malin, tu trouves ton chemin assez rapidement, et pas par la voie académique, par l'entrepreneuriat. Regardez, c'est tellement facile à dire. Xavier Niel n'a pas fait d'études. Jordan Bardella n'a pas fait d'études. Sam Altman n'a pas fait d'études. On pourrait multiplier les exemples de gens qui ont réussi de façon exceptionnellement bonne en faisant pas d'études. Oui, mais tu fais des... Jordan Bardella va être président. Mais c'est pas il a fait zéro Jordan étude. Bardella. Il faut arrêter là avec ça. Mais pourquoi pas? Attends. Pourquoi Jordan Bardella? Alors là, c'est très intéressant parce que
Pur produit politique. Oui, exactement. Enfin, oui, mais Jordan il Bardella... va être président quand même. Il va être président. Non, mais on n'en sait rien. Et non, mais c'est marrant. C'est marrant. rien contre lui, mais- Les Parisiens, vous ne croyez pas du tout à cette possibilité que le Rassemblement national gagne les prochaines élections. Mais parce que la province est très RN et la région parisienne n'est pas RN. Mais oui, parce que moi, quand C'est je la vais en dernière zone province, qui n'est pas il RN. n'y a absolument aucun doute sur le résultat des On y élections. pense et ça me fait peur, moi. Non, mais D'accord, mais vous Je faites suis la juste politique en train de dire l'Autriche. que pour moi, c'est pas une personne que j'identifie comme étant extrêmement maligne. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de spécial. Dans ce que dit Nejma, ce qui me frappe, c'est en fait le sujet de ce dont tu parles dans ton livre, la personnalisation des parcours. Tu as eu la chance de tomber sur une enseignante passionnée. Moi, je veux dire, j'ai des enseignants qui m'ont marqué, j'ai des élèves, je m'en rappelle encore, qui m'écrivent encore. Tu as des enseignants qui marquent ta vie, qui sont passionnés, etc. Et on a la possibilité aujourd'hui, c'est le problème de 2 sigma qui a éclos dans les années 90, qui explique que quand tu as un nombre d'interactions, d'accord, avec un tuteur, eh bien, tu as 98% de chances d'être au-dessus de si tu as un enseignement global en classe. Aujourd'hui, on a des IA qu'on développe, que Nejma développe, que je développe, etc., qui sont en capacité de proposer des personnalisations de parcours. Une IA ne loupera pas Nejma, c'est ça ce que je voulais dire. Exactement. Ouais. Un prof peut louper Nejma, Exactement. mais une IA ne loupera jamais Nejma. Et on a des opportunités de parcours sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des stats qui montrent très clairement que déjà, ça n'est pas un coût exorbitant, d'accord ? C'est une possibilité, en fait, d'égalité républicaine, de proposer à tous les enfants, quand même, d'apprendre à lire et à écrire, ce qui est quand même une obligation républicaine de fraternité qui, quand même, nous oblige tous. Il faut que tous les citoyens français puissent lire et écrire. Et on a des technologies pour ça. Mais c'est pour ça. Non, je récupère mes fiches. Non, mais absolument, je récupère mes fiches parce que je voudrais parler d'un... Mais merde, j'ai pas la fiche de Aude. Non, mais c'est pour ça que moi, j'insiste sur le truc, c'est que l'être humain doit se faire augmenter par l'intelligence artificielle. Et ce que tu dis, Et Nejma, pas dans n'importe quelle condition. pas dans n'importe quelle condition, mais il doit être aidé. Et moi, t'as pris un exemple qui est hyper parlant, et moi, j'ai un exemple qui est un peu à l'inverse de ça, qui est, moi, toute ma vie, j'étais haï en classe. Mais vraiment, les profs me détestaient. J'ai eu ça aussi, Et donc, c'était la belle histoire. J'étais une tête de Turc, alors je sais pas, c'est pas beau à dire. De Libanais. On a une tête de Libanais, du coup. Mais parce que c'est un Ah, non, mais, je veux dire que moi, j'étais C'était pris un en grippe bouc très tôt. émissaire. T'étais peut-être casse-couille aussi. J'étais casse-couille. Mais c'est vrai. C'était peut-être pas la faute des autres gamins. Mais hein. j'ai aucun sujet à dire. J'étais. Ah oui, un c'est casse-couille. ça, oui. Mais est-ce que ça mérite que Mais le ça- garçon est-ce que casse-couille, on le casse est-ce que ça a beaucoup changé? Non, ça n'a pas changé, mais C'est est-ce un que peu ça mérite casse-couille, que c'est vrai. Non, mais est-ce que ça, il mérite ce gosse du coup d'être mis de côté? Parce que moi c'était ça. Mes profs de maths, ils voulaient pas me parler. Quand je posais une question, ils prenaient pas la main. Alors qu'une intelligence artificielle, elle se focus sur un Non, truc. mais tu peux pas c'est dire le tra- ça. Ah mais c'est mon vécu. Encore Non, une non, fois. non, non, mais je suis d'accord. Et c'est ton moi, vécu, je suis pour qu'on augmente l'être humain. L'être humain, ChatGPT pour t'aurait moi- supporté. Non, mais l'être Jonathan, humain ce qui est sûr, a besoin c'est que d'aide, c'est tout. il y aura moins de biais avec l'IA, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est important de le rajouter. En fait, on critique toujours les biais d'IA, mais les humains, ils ont 10 fois plus de biais. Je veux dire, faut Tellement absolument plus. pas oublier de ça. C'est Et les horrible. profs aussi, bien évidemment. Il n'y a pas de prof L'être humain, parfait. déjà, il est revanchard. Bien sûr, ça Et c'est le pire n'existe des trucs, la pas. revanche. Et donc, tu as plein de profs aussi, tu as plein de mauvais profs. On forme plus les profs correctement, on les sous-paye. Et donc, forcément, tu as aujourd'hui un vrai problème dans ce pays qui fait qu'on se retrouve avec des écoles où c'est la catastrophe. Faut pas oublier quand même un élément très important. Au-delà des aspects génétiques dont tu as parlé, Laurent, tout à l'heure, sur effectivement l'intelligence, qui fait qu'on n'est pas tous égaux au départ, qu'on le veuille ou non, que ce soit la République, il faut qu'on soit tous égaux. On n'est pas tous égaux au départ, c'est juste une réalité. Bien sûr. Et ensuite, il y a une deuxième réalité aussi qui est très importante, c'est que 80%, toutes les études le montrent, se jouent entre 0 et 6 ans. Les 6 premières années, elles sont déterminantes sur tout le reste de ta vie. Et demain, pouvoir mettre dans les mains de chaque gamin une IA parce que les gens confondent entre quand est-ce que je vais mettre l'IA à disposition de mes gamins et confondent le risque de l'écran et de l'IA. Mais demain, on aura des devices qui seront adaptés aux gamins. Et à avoir la chance d'avoir dans une famille qui parle peut-être pas très bien la langue de son pays, qui est pas très bien intégré, un device, quelle que soit sa forme, qui permette aux gamins de pouvoir justement arriver avec les mêmes chances, avoir un vocabulaire supérieur, avoir cette capacité d'avoir un prof personnel à côté de lui, mais c'est une chance formidable. Alors, attends, là, ce que tu viens de dire, attends, 2 secondes, sur l'IA, sur les 2 secondes, gamins. Francis, ce que vient de dire Francis là, Nejma. Oui. Nous qui venons du ruisseau, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est juste un délire de bobo intello de gauche? Bah déjà, sur un entre 0 et principe 6 ans, égalitaire? t'es sûr de Non, pas mais avoir de d'écran mettre- dans les non, écoles mais- en France. Là, on te mettra pas de chat. Non, mais attends, Francis. Et c'est intéressant parce que je suis d'accord. Sur On Paper, j'achète machin. Dans la réalité de nos vies, quand il dit oui, on a des parents qui ne parlent pas forcément la langue, etc., et qui vont se dire, je vais acheter un device pour mes enfants et leur donner l'intelligence artificielle parce que moi, je suis pas capable de leur apporter le support éducationnel.
Mais même des parents qui savent lire, en fait, ne vont Bien pas sûr, forcément pour tout faire le ça. monde, pour tout le monde. C'est pas, ouais. Ça vaut Mais pour c'est tout là le où monde. l'école joue un rôle très important. Mais je suis assez d'accord mais aujourd'hui, même dans avec les P2IA, éducation nationale, il y a des gros investissements qui sont faits pour qu'on développe des applications pour l'apprentissage des langues, pour le primaire et le collège. Donc, il y a des investissements qui sont faits et on commence à se dire, bon, les enseignants, on va les équiper pour pas, quand on a des élèves comme Jonathan, qui peut-être ont besoin de plus d'attention, quoi. Ouais. ont besoin de plus d'attention ou autre, on va pouvoir mieux les accompagner. Après, c'est vrai que les premières années, c'est pas que jusqu'à 6 ans, les premières années, mais jusqu'au collège, c'est extrêmement important. Oui, mais si Et tu puis arrives les à handicap écrans. à la fin des 6 premières années, c'est très difficile de rattraper, Il y en a on qui est arrivent, d'accord. mais c'est Et très, en très plus, difficile. d'autant plus que dans les milieux défavorisés, le cerveau, ce que nous disent les études, c'est que le cerveau des plus jeunes évolue beaucoup plus rapidement, mature beaucoup plus rapidement. Et on pourrait se dire, c'est une bonne nouvelle, mais en fait, non. C'est que ta neuroplasticité, du coup, là, la fenêtre de temps, elle est réduite. Et du coup, en fait, si en plus de ça, pendant cette phase-là, tu accumules des lacunes, pour les rattraper, c'est encore plus difficile. Mais d'où l'intérêt d'être augmenté par DIA. Exactement. Parce que le problème, c'est que la réalité, on peut dire ce qu'on veut, dans la ZEP de Corbeil-Essonnes, il n'y a pas les mêmes cours qu'à Henri IV à Paris. Et ça sera, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Ça sera, les profs seront pas pareils. On va être très déçus sur un point. C'est qu'au-delà des poncifs bienveillants sur l'augmentation des enfants par l'IA, la réalité, c'est que l'IA augmente les écarts. Les gens intelligents croissent beaucoup avec l'IA, les gens moins malins, moins innovants, en fait, croissent pas, voire déclinent, parce qu'ils se servent de l'IA comme prothèse pour moins bosser. Et donc, réfléchissement et tout. En réalité, on se rend compte que, et toutes les études sérieuses le montrent, les gamins intelligents, ils montent plus haut avec l'IA, les gamins moins intelligents, ils ont tendance à stagner ou à baisser. Et donc, il faut faire très attention avec l'idée selon laquelle l'IA va permettre aux gamins moins doués de sauter des étapes. Il n'y a pas d'études sérieuses, contrôlées, qui montrent ça aujourd'hui. Moi, j'ai peur que l'IA soit un amplificateur d'inégalité. Alors moi, vu que j'y connais rien en tout ça, en génétique, pour toi, tu nais intelligent. Ben oui. Ouais, non, c'est une question, je sais pas. Mais si tu veux, si c'est l'école qui déterminait l'intelligence, ça se saurait. Non, je pensais que c'était l'environnement. Attends, écoute. Non, mais si tu veux, par exemple, tu sais, aucune étude au monde n'a montré que l'école réduisait les inégalités intellectuelles, par exemple. Sauf une. No One Child Left Behind. Le grand programme qui a été lancé par Bush. Et effectivement, cette étude a montré, grâce à une pédagogie innovante et en mettant le paquet sur les gamins les moins doués, qu'on réduisait les inégalités intellectuelles. Et c'était une pédagogie qui prenait les enfants, tu te souviens pas? Les 6 responsables du programme sont en pénitencier d'État pour 20 ans, ils ont bidouillé les données, ils ont inventé les données du début à la fin. Ils intimaient aux profs de faire les tests de capacité intellectuelle avec des gants blancs pour pas laisser les empreintes digitales à la place des enfants. Tout a été bidouillé. Sauf que les statisticiens fédéraux, parce que c'était un programme fédéral qui était payé par Washington, ont trouvé que la courbe de Gauss des performances intellectuelles des gamins avait une tête qui n'était pas une gaussienne, c'est-à-dire une tête statistiquement improbable. Ils ont fait un audit et ils ont découvert l'horreur. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'il y a eu une thèse qui a été faite à Harvard. Pourquoi avait-il triché? Eh bien, en fait, ces gens étaient des gens très bien intentionnés, qui voulaient montrer que l'école pouvait réduire les inégalités intellectuelles, qu'il n'y avait pas de déterminisme des gamins et qu'un gamin pas doué, on pouvait l'élever. Et donc, ils ont fait ça au nom des bons sentiments. C'est par humanisme qu'ils ont truqué les données, parce que le fait que l'école ne modifiait pas les capacités intellectuelles des enfants pas doués et que l'école ne réduisait pas les inégalités intellectuelles était intolérable. Ah bah c'est horrible. Ils ont triché pour la bonne cause, mais ça leur a quand même fait 20 ans de pénitencier d'État. Et d'ailleurs, ils y sont toujours, sauf un. La responsable est mort d'un cancer. Mais Laurent, si on part de ton principe, ça veut dire que tout est complètement déterministe. Or, le monde est complexe. Donc, est-ce que tu penses pas quand même que il y aurait une capacité? Est-ce que moi, là où je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est quand tu dis que l'IA risque effectivement d'augmenter les inégalités. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Non, mais il faut comparer les choses comparables. Quand tu prends un stagiaire pour résoudre un cas d'usage dans une entreprise qu'on voit tous les jours et un expert, bien évidemment, l'expert a un meilleur résultat que le stagiaire avec la même IA parce qu'il va poser correctement le problème, il va savoir quand il raconte des bêtises, il va pouvoir itérer, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand on prend des gamins et quand on prend ce cas précis avec toutes les aspérités du monde, est-ce qu'on n'a quand même pas plus de chances dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les inégalités de profs, avec les inégalités d'école, avec tout ce qu'on vit, la réalité du monde, donner
plus de chances de récupérer un certain nombre de gamins avec l'IA que sans. Je suis pour l'IA, et l'IA va améliorer le niveau des gamins. Je dis juste, faites attention, l'IA va augmenter les écarts. Toutes les études montrent qu'effectivement, les gens au travail deviennent plus feignants à cause de l'IA. Et bien évidemment, c'est sûr. Aussi, mais pourquoi est-ce qu'ils deviennent plus feignants au travail aujourd'hui? Automatiquement, tu bosseras moins. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas le problème. C'est qu'en fait, les gens, on leur a mis l'IA dans les mains, souvent d'ailleurs en faisant du shadow IA de manière non pas du tout structurée par entreprise. Les fiches de poste n'ont pas évolué. Oui. Donc les gens, finalement, ils en profitent pour faire des gains de productivité pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'organisent du confort au travail. Et forcément, les gens, ils sont humains. Pourquoi est-ce qu'ils bosseraient plus s'ils n'ont pas un meilleur salaire pour en faire plus alors que l'IA fait leur job? Donc je pense qu'il faut faire attention à ces études. La réalité, c'est qu'à mon avis, quand les entreprises vont réellement commencer à prendre en main le phénomène et à regarder et réécrire les fiches de poste au regard de ce qu'on fait demain avec l'IA, et 100% des fiches de poste de ce bas monde vont devoir être réécrites au regard de l'IA, on n'aura plus ces effets-là parce que justement, au contraire, un des bénéfices de l'IA, c'est de permettre aux gens de se concentrer sur les tâches les plus intelligentes. Et là, je te rejoins, il y a un risque, effectivement, que et c'est l'exemple que je prends souvent, et j'ai rien contre les agents de call center, par exemple, qui vont sans doute quasiment tous se faire remplacer par l'IA demain. C'est plus de 200 000 personnes en France. On va pas transformer un agent de call center en data scientist du jour au lendemain. C'est pas vrai. Et cette phase de transition, c'est celle qui m'inquiète. Ni même en 5 ans. Oui, mais justement, c'est cette phase de transition. Il y a des business qui ont vécu des phases de transition. La musique, par exemple, on a tous commencé à pirater. Il a fallu 20 ans pour retrouver des modèles économiques. Et aujourd'hui, le marché de la musique fonctionne. La presse aussi. Le problème, c'est que là, c'est tous les métiers en même temps qui vont être disruptés et ça va être un enjeu social considérable. Et là, je te rejoins là-dessus, qui va être un défi pour nous tous parce qu'on ne peut pas se permettre demain d'avoir effectivement les analyses, quelles qu'elles soient, même celle du World Economic Forum qui est la moins pire quasiment sur le sujet. C'est quand même quasiment 1 million de chômeurs en plus en France à un horizon 5 ans. Donc les gens ont très peur aujourd'hui et j'aimerais que je ne sais pas si on peut les rassurer. Quand on lit ton livre, je ne sais pas si ça les rassure, les gens. Mais les gens qui ont des enfants, justement, se disent... Moi, par exemple, j'ai 2 filles qui ont 19 et 22 ans. C'est terrible parce que ce sont des enfants qui sortent. Ma fille sort de Berkeley et elle sort, elle ne maîtrise pas l'outil de l'intelligence artificielle et elle n'a pas d'expérience. T'imagines? C'est le combo terrible, quoi, en fait. Bon, elle travaille à l'ONU. Ça veut dire quoi ça veut dire quoi ne pas maîtriser l'outil Mais non, mais parce qu'on leur a pas appris. Elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Les 4 dernières années, on ne leur a pas appris à Berkeley à utiliser l'outil d'intelligence artificielle. C'est moi qui l'outil d'intelligence artificielle. D'utiliser l'IA. De te mettre sur le chat et de poser une question. Mais parce que le prof te disait, non, mais surtout ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Mais même se mettre sur le chat et poser une question, c'est pas ça utiliser l'IA aujourd'hui. C'est que 5% de l'usage que tu en feras en entreprise demain. D'accord, mais quand t'es étudiant, c'est ça qui... Oui, mais justement, c'est pas suffisant. Les gens croient qu'ils savent utiliser l'IA parce qu'ils ont pseudo appris à prompter, ce qui est qu'un tout petit bout du sujet. Si c'est juste pour copier-coller des emails dans le ChatGPT pour écrire la réponse, c'est pas ça qui va te faire gagner de la productivité dans l'entreprise. Ça la fait perdre. Les études montrent effectivement que le management est saturé, complètement saturé de données, de trucs qui ont été écrits par ChatGPT et ils se retrouvent avec les gens en dessous d'eux qui leur envoient chaque jour des documents entiers écrits intégralement par ChatGPT et ils savent plus quoi en foutre. Non, mais là où c'est pour ça que le middle management est le plus challengé sur le sujet d'ailleurs. Ce qu'on appelle les high slop, c'est-à-dire un vomi d'intelligence artificielle qui a été fait par des gens qui savent pas prompter, qui savent pas pourquoi ils ont posé la question à ChatGPT, non, personne ne sait et qui savent pas comment traiter, qui comprennent pas la question et qui remontent ça au management, qui se retrouvent avec des centaines de pages à lire totalement inutilement. Des gens qui font des conférences avec des slides faits avec Gamma, il y a encore le logo Gamma en bas avec des slides qui ressemblent à rien et qui veulent rien dire. Enfin, c'est tous les jours maintenant. Qu'est-ce qu'on dit aux parents? Là, je m'adresse... Ne faites plus d'enfants. Alors oui, toi, c'est ce que tu leur dis. Tu leur dis ne faites plus d'enfants. C'est une solution délicate. On pourrait leur dire ne faites plus d'enfants. Moi, je sais pas leur dire faites des enfants quand Neuralink sera au point. Ça, c'est une autre possibilité. C'est la thèse d'Alexander Wang. Alexander Wang qui dit ça. Qui dit j'ai retardé mon premier enfant, j'attends que Neuralink soit totalement. Le patron de Scale AI on peut aussi attendre la vie éternelle et se dire qu'on va être la dernière génération à mourir et se dire que c'est un enfer. Mais aux Français aujourd'hui qui ont des enfants qui sont adolescents, qu'est-ce qu'on leur dit? Écoute, c'est la thèse. Essayons de faire un tour de table. Non, mais c'est la thèse du livre. Oui. Ne cannez pas. Ne soyez pas laxiste. Faites bosser vos enfants. Faites-les travailler, faites-les lire. Insistez pour qu'ils aient de la culture générale. Ça, c'est la première chose. Apprenez-leur à bien servir de l'IA.
bien savoir prompter, c'est pas si facile que ça. Apprenez-leur à bien utiliser l'IA, c'est ça qui leur permettra d'être demain un orchestrateur d'IA. Écoute, Laurent. Donnez-leur le courage d'agir. Ne leur faites pas forcément faire d'études. S'ils sont entreprenants et qui ce sont des innovateurs, poussez-les à créer jeunes une start-up parce qu'il y a des opportunités, comme on disait tout à l'heure, absolument inouïes dans les années qui viennent, parce que l'IA va permettre de créer des boîtes extraordinaires avec quasiment 0 salarié. Alors, c'est un peu élitiste de créer sa start-up, j'entends bien. Il y a 1 sur 1 million qui devient quelque chose. Non, mais c'est pas vrai. Profitable, non. T'es complètement élitiste. Il y a plein de start-up qui marchent bien et sur les valoir 3 milliards de dollars. Sur les boîtes qui ont levé, non, combien il n'y a pas besoin de lever aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de lever aujourd'hui. La start-up, pas lever de fonds, c'est compliqué. Non, mais c'est fini ce monde-là. C'est fini ce monde-là, Jonathan. Moi, j'ai vu un petit jeune, là, sans capital, créer une start-up qui marche extrêmement bien. Il a raison. Il a quasiment pas de salariés, il n'a pas levé de capitaux, il sait très bien utiliser les LLM. 1 sur combien, c'est ça? Non, il y en a plein en ce moment. Francis, il est en train de les former. T'es un vieux, tu avec Allegria du passé. Avec Allegria, c'est exactement ce que vous voulez. T'es complètement dépassé. Ouais, t'es dépassé. T'as 40 ans, il faut que tu fasses des gamins. Tu n'arrives pas à suivre la révolution de l'IA, t'es un homme du passé. Écoute ce que fait Francis. La réalité des chiffres aujourd'hui, c'est qu'effectivement, par besoin de gens qui font des opérateurs IA, nous les formons tous les jours, c'est notre travail. La réalité, c'est que si tu regardes les startups aujourd'hui à Paris, c'est 25% qui se lancent en bootstrap. Moi, j'en connais plein, j'ai investi dedans d'un gars tout seul qui fait travailler. Investi dedans, il y a un problème. Non, mais je veux dire, mais c'est pas la même chose de partir avec 50 000 euros ou 100 000 euros que de lever 5 millions d'euros. D'accord? Ah non, lever de fonds, c'est ça n'a rien à voir. Mais même. Bootstrap, c'est pas de lever de fonds. T'as des gens qui sont en mode bootstrap total, qui vont lever effectivement 0. C'est pas 25%. Et qui, si, aujourd'hui à Paris, c'est ça les chiffres, c'est 25% des boîtes qui sont en mode bootstrap. Parce que, en fait, un exemple, la réalité qui est en train de se passer, c'est que le code est en train d'être pris en charge par l'IA. Oui, d'accord, avec des outils sûr. comme Lovable. Tu peux faire ton POC auto-MVP avec un outil comme Lovable en quelques minutes aujourd'hui. D'accord. Ça te permet de démarrer, ça te permet d'avoir tes premiers euros de chiffre d'affaires, ça te permet de te lancer. Et donc, tu n'as plus la barrière d'avoir absolument ces compétences. Je vous rappelle quand même, vous ne savez peut-être pas, mais c'est 0,3% de la population mondiale qui sait coder. On a construit un monde où la création de valeur passe par la tech et où si tu ne sais pas coder et si tu n'as pas accès aux gens qui savent coder, tu ne pouvais pas créer ta start-up. Ça, c'est le monde qui est en train de se terminer. Oui. Tu peux te lancer complètement aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que finalement, l'IA remet l'humain au cœur de l'entrepreneuriat avec ses valeurs fondamentales d'exécution, de vision, d'idées. Et la barrière à l'entrée qu'il y avait avant d'avoir effectivement cette connaissance, cet entre-soi d'investisseur, est en train de tomber. Tu n'as plus besoin d'argent pour trouver des devs. Tu lances ton truc tout seul et ça donne la vie à plein de projets qui n'auraient jamais existé avant. Et ça, c'est génial. Et c'est grâce à l'IA. Et c'est que le début, Lovable. Je veux dire, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très simple. Demain, ça sera être Si, moi, je pense que si. Mais si, il y a 1000 problèmes à résoudre. Il y a 1000 projets à développer. C'est ça. Donc la conclusion, les parents, je voudrais répondre à Laurent juste un truc sur l'école, en fait. L'école, c'est effectivement... Il défend sa boîte. Non, toute la connaissance, évidemment, tu vois, tout ce qu'on pourrait remplacer avec l'IA et compagnie, mais l'école, c'est aussi des amis, des relations, des petites amies, toutes les relations sociales que tu fais. Tous mes potes, moi, ils viennent du lycée. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, non, mais tu peux utiliser, pour baiser, t'as pas besoin de l'école, tu peux passer par Tinder. Non, mais si on m'avait enlevé ce truc-là, tu vois, si on m'avait enlevé ce truc-là, en lançant ma start-up à 18 ans, par exemple, admettons, j'étais très précoce et j'étais avec mon IA, j'arrivais à construire un truc. J'aurais raté tous ces moments un peu, tu vois, de découverte, d'amitié. Il y a d'autres formes de sociabilité que d'aller dans une fac poubelle. Mais personne n'a dit qu'il fallait enlever d'ailleurs le côté social pour les enfants de l'école. Non, mais personne n'a dit ça. Je pense que le caractère social de rencontrer d'autres humains et d'apprendre à vivre ensemble. Mais ça passe pas forcément par l'université. Tu peux avoir des amis et des relations sans passer par l'université. À 17 ans, c'est dur d'avoir des amis. Si t'aurais pu aller au foot, hein. Oui, mais bon, si tu veux monter un groupe de musique, quand tu montes une start-up, je veux dire que tu ne vas pas au foot, hein, tu fais que ça, c'est quand même intense la création d'une start-up. C'est sacrificiel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire créer à tout prix parce que c'est la meilleure manière de se planter aussi. Il faut créer parce qu'on sent qu'on a envie. Non, mais t'as pas le droit de dire ça, Jonathan. C'est ça qui t'a sauvé, Jonathan. Mais parce que j'en avais une envie, mais monumentale. Mais il y a des gens qui en ont une envie. Quand j'entends les gens sur Instagram qui disent créez votre boîte, c'est facile, tu fais ci, tu fais ça. Ouais, mais c'est mentir. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est aller 18 ans, tu crées ta boîte. Je ne suis pas Antoine Blanco. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement dur l'entrepreneuriat et il y a tellement de gens qui ne sont pas faits pour ça. Je ne dis pas que c'est fastoche. Il ne faut pas vouloir être entrepreneur. En fait, on le devient entrepreneur. Et les gens qui veulent être entrepreneurs, souvent ceux qui ont un ego surdimensionné et qui vont mal finir du coup parce que ils croient tout savoir, ils disent mais ça c'est facile, ça je fais sur Lovable, ça je prends ça je fais ça, lui il est con, de toute façon l'IA le fait mieux. Et c'est un gros risque. Et moi je vois énormément de jeunes autour de moi qui se butent à vouloir créer des choses, mais qui ont aucun avenir.
aucun avenir, ça n'a aucun sens ce qu'ils font. Tu vois? Non, mais c'est pas ça le sujet. Je pense que là, tu confonds deux choses. Je pense qu'il y a une difficulté technique. C'est un métier d'être chef d'entreprise, d'accord? Et c'est autre chose d'être entrepreneur. Et tous les entrepreneurs n'ont pas vocation à faire la billion-dollar compagnie. Il y a la prédiction de Sam Altman qui nous dit qu'on connaîtra le solopreneur qui fera demain 1 milliard de chiffre d'affaires. Avec zéro salarié. Moi, je te donne l'exemple d'Allegria. Nous, en un an, on a multiplié par 3 le chiffre d'affaires, on a divisé les équipes par 2. D'accord? C'est juste une réalité. Donc, les chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant aujourd'hui, moi, les gains de productivité, je les vois pas, je peux leur montrer. C'est une réalité. Et toi, ça va être la réalité dans formes toute 10 000, j'ai mes fiches. Attention. Alors, vous allez me dire, attention. Alors, est-ce que c'est juste? Est-ce que tu formes 10 000 apprenants avec seulement 10 personnes côté administratif? On a exactement aujourd'hui un ratio de personnel administratif chez Allegria qui est 30 à 40 fois inférieur à celle des écoles traditionnelles, ce qu'on réinvestit dans le produit. Est-ce que l'éducation nationale t'écoute, quoi? Mais une école normale aujourd'hui, c'est 3 à 4 administratifs pour 100 étudiants. On pourrait faire la même chose avec les hôpitaux, avec tout ce que tu veux. On en parlait ensemble il n'y a pas si longtemps tous les deux. Nous, on a un administratif pour 1000 étudiants. Par contre, j'ai d'IA partout et j'ai 5 personnes aux Ops qui développent et qui mettent en œuvre l'école de demain parce que je pense aujourd'hui, les écoles traditionnelles ont une énorme legacy. Elles ont effectivement énormément de personnel administratif. Il faut virer tous les gens dans les rectorats? Non, il ne faut pas les virer. Mais la réalité, c'est qu'il faut inventer le monde de demain. C'est ça la réalité. Et le monde de demain. Et ils sont dans les tech et tout ça parce que là, je touche au Graal. J'ai l'impression. Permettez-moi de venir de la Silicon Valley et de mettre les pieds dans le plat. À quoi ils servent alors donc il ces faut gens inventer le monde de demain. Et le monde de demain, ça sera pas... Tout le monde nous a sorti le monde de demain quand il y a eu le Covid. La réalité, c'est que le monde d'aujourd'hui, après le Covid, il est quasiment le même, à part faire des visios tous les jours que celui d'avant. La réalité de ce qui va changer le monde des 10 à 15 prochaines années, c'est l'IA. Et effectivement, tu as deux camps. Tu as ceux qui te disent, bon, ok, c'est schumpeterien, c'est comme d'habitude, on va recréer des nouveaux emplois. Et puis ceux qui te disent, donc je fais plutôt partie, même si ça reste aujourd'hui une croyance, personne n'est capable de le prouver, que le monde va radicalement changer, qu'on est en train de rentrer dans effectivement l'ère de l'humain augmenté. Donc il faut s'y préparer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement pour s'y préparer? Quasiment rien, à part des gens comme nous qui essayons avec nos petits moyens effectivement de former les Français. Il y a un plan Oselia dont je suis ambassadeur, on est quelques-uns ici autour de cette table à être ambassadeurs de plan IA. Il y a un objectif de former 15 millions de Français, il y a 30 millions de salariés sur l'IA. Qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui pour le faire? C'est l'histoire des cafés de l'IA, mais quasiment rien. Mais les cafés de l'IA, Gilles, c'est génial, mais c'est juste d'une discussion autour d'un coin de table pour expliquer l'IA. C'est pas former concrètement à comment je vais utiliser l'IA. C'est quoi les métiers de demain? Moi, tu posais la question de savoir les gamins, qu'est-ce qu'ils doivent faire demain, mais je suis incapable de dire à un parent aujourd'hui quel métier tu vas pouvoir faire demain. Et dans les métiers de la production, par exemple. Il dit qu'il faut être plombier, il dit qu'il faut être mais boulanger. ça, c'est une connerie aussi. C'est une connerie, on est d'accord. C'est une connerie, on va envoyer les gamins au casse-pipe. C'est une solution pour 5 à 10 ans, pas plus. Mais non, artiste, la musique aujourd'hui, tester les IA pour faire de la musique. D'ailleurs, on a Universal qui a signé cette semaine avec 2 IA où vous allez pouvoir refaire de la musique à partir de Michael Jackson, de Madonna en 2 clics. L'artiste, c'est pareil, ça va être... Là, aujourd'hui, je rencontre tous les jours des réalisateurs qui viennent me voir en me disant « C'est quoi mon métier de réalisateur demain ?» Vous avez vu la première actrice IA et on a vu le tollé des acteurs. Oh, une actrice IA, alors que ça fait 20 ans qu'il y a des acteurs de papier dessinés. Qu'est-ce qu'on dit aux parents qui ont des gamins et qui se disent mais qu'est-ce que je fais de mes gamins? Quelles études je leur dis de faire, etc. Vous êtes au cœur du système. Et je trouve que c'est un moment de liberté quand même. Moi, j'ai 3 enfants. Arthur, mon fils qui a 16 ans, tu vois, et ben lui, il code, il apprend à coder tout seul, il est avec Mistral, il fait du code, etc. Il crée son jeu de société. Eh ben, c'est trop bien. Son jeu de société, son jeu vidéo, il fait ses trucs, il dev avec des potes, etc. Je vais pas m'obséder à lui faire des études, etc. Il a donc voilà, c'est ok, une s'il fait pas d'études, c'est pas grave. C'est marrant, mais c'est à fond les études. Écoute, tu parles à une prof qui a créé sa start-up où tout le monde me disait, ma pauvre Aude, tu y arriveras jamais, tu lèveras pas 1 euro, tu n'auras jamais un employé, tu sauras pas gérer un bilan, etc. Non, je pense que les gens peuvent apprendre, tu vois, tu l'as très bien dit. Non, mais on tu n'est pas sais que pour les parents, les diplômes, c'est aussi un marqueur social. Les parents vont en soirée, en dîner, en disant mon fils est en train de faire... C'est tellement facile de dire ça. 67% des entreprises... Je me suis battu pour avoir un diplôme parce que sinon, on ne me considérait pas. Exactement. On est tellement d'un monde. Tu vous venez d'un monde. Oui, ça c'est clair. Mais tu as 40 ans, le monde a changé. Jonathan, il y a une statistique très claire de l'année dernière, 2024, en France. Mais encore les VC, encore aujourd'hui, regarde ton école. Mais les VC, ils sont tous en train de réfléchir à leur futur du modèle et ils ont tous compris qu'il fallait changer leur modèle.
personne ne regarde ça. Si les gens regardent ça, c'est 67% des chefs d'entreprise en France en 2024, étude AWS février 2024, 67% considèrent que dans les 5 prochaines années, les compétences technologiques sont plus importantes que les compétences académiques. J'ai recruté des gens qui venaient de Bac plus 5, qui ne savaient même pas faire une règle de 3 pour calculer une TVA. J'ai pas du tout dit ça. Voilà, c'est tout. D'accord. Ce qu'on dit, c'est que donc la réalité, c'est que même en France aujourd'hui, le diplôme, c'est fini, c'est le passé. Moi, les gens qui viennent chez moi, ils payent leur formation. Je suis contre le CPF, je suis contre tous ces trucs. Je veux donner de la valeur dans mes formations. On le prend très faible, c'est 10% pour les gens qui peuvent pas faire autrement. Les gens qui viennent chez toi. Ils ont entre 35 et 45 ans. On parle des gamins aujourd'hui. Donc les gamins, non, mais ça, c'est autre chose. Voilà, mais les plus petits là, qui sont à l'école et qui, on m'a déjà posé une question, une gamine qui lève la main et me dit, Madame, du coup, moi, je fais quoi pour travailler dans l'IA, etc. C'est compliqué. Les diplômes, c'est un marqueur social. Le monde a changé. Le monde a changé, donc on se met à jour, etc. Nous maintenant tout de suite. Mais il faut se dire que le gamin qui a grandi dans un milieu où on lui dit t'as intérêt à travailler à l'école. Si t'as ton diplôme, tu vas réussir, tu vas faire des choses. Il faut que. Et si t'as pas de diplôme, tout le monde va te traiter comme de la merde et ce sera de ta faute. Mais ce qui est incroyable, les entreprises te traitent comme ça. Les amis, si t'es pas top 3, tu rentres pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est vous, les deux, qui avez le plus souffert de ça, qui dites aujourd'hui qu'il faut reproduire ce modèle qui existe depuis toujours. Il faut changer, il faut casser ça. C'est insupportable, cet élitisme des écoles, il faut le casser. Et vous êtes en train de dire les premiers qu'il faut que les gamins passent dans ces écoles. C'est facile de le dire quand on a un diplôme. Aude a parlé, tu t'es exprimé ou c'est bon, ça va ou... C'est bon. T'as lancé le débat. J'ai lancé un débat incroyable. Wilfred, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Toi, tu as porté ton enfant. Moi, ce que je dis à mon fils déjà, Oui, je veux dire ce que je dis à mon fils, je l'ai porté dans mon corps, dans mon cœur, et je le porte toujours. Non, moi, je vais pas faire l'apologie de mon fils, mais j'ai passé un moment extraordinaire avec lui, et j'aimerais refaire des bébés encore, mais bref. Tu comprends, Wilfried, ce n'est pas toi qui fais des bébés, c'est ta femme qui fait des bébés. Voilà. Toi, tu n'es que à l'origine du truc, quoi, en fait. Mais toi, tu ne fais pas de bébé, quoi, en fait. Non, mais non, mais moi, j'adore les études. J'ai adoré faire des études. J'ai eu de la chance depuis quand je suis né. J'étais bon en maths, donc même avec beaucoup d'indiscipline, en fait, avec le cursus, quand tu es bon en maths, tu es bon partout, tu fais prépa et compagnie. Donc ça s'est bien passé pour moi. Et j'ai envie de dire à mon fils, continue à faire des études. Effectivement, par contre, moi, je lui dis, c'est Polytechnique ou rien. Enfin, tu vois, c'est ça que je lui dis. Alors, il a 6 ans. C'est ce que dit Laurent. C'est ce que dit Laurent. Et tu soit Polytechnique, soit Cambridge. Attends. Ah, mais quel enfer! Je lui dis, quel enfer! Je lui dis pas que ça. C'est pas possible, Wilfried, tu peux pas Je faire ça. lui dis. Mais vous savez, il faut pas se tromper sur le titre du bouquin. Dans le bouquin, on dit ne faites pas d'études, mais Laurent, si vous êtes pris à Polytechnique, à Cambridge ou à MIT, vous pouvez y aller. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec voilà, dans mon petit dernier, il a fait Cambridge et je lui ai pas interdit d'aller à Cambridge. Par contre, il aurait été en fac de sociaux, qu'est-ce que tu aurais fait? Ça se serait mal passé. Mais ce qui est normal. Ça, c'est la version Non, ça m'aurait fait de la peine parce que vous savez bien que les masters en sociologie finissent chauffeur Uber ou laveur de carreaux. Non. Moi, j'ai fait un truc de psycho-neurosciences. Ah merde, mais t'as monté ta boîte. Oui, et puis j'ai bossé à côté, je fais plein de choses à côté. En fait, ça aurait dû s'appeler faites de bonnes études, peut-être. Mais c'est quoi des bonnes études? Une grosse école. Tu vois, mais il faut avoir les moyens. Pas une voie de garage, Qu'est-ce qu'il est élitiste? Toi, t'as Félix? Non. Non. T'as fait quoi? Malheureusement. Mais pourquoi tu dis aux normes de faire Polytechnique? D'ingénieur UTC. Pourquoi tu demandes à ton fils de faire Polytechnique? Non, c'est pas si mal. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire. J'aurais adoré. Vous êtes super élitiste, en fait. Vous êtes super élitiste. C'est du délire. Il a fait du lien et son gamin, c'est Polytechnique ou rien. Il vient de dire une phrase, mon gamin a 6 ans et je lui dis, c'est Polytechnique ou rien. Non, mais c'est incroyable. Vous vous rendez pas compte que la moitié des Français... Oui, tu l'as porté. Et pourtant, tu l'as porté. C'est parce que je l'ai porté que je me permets de lui dire ça. Vous savez, cette discussion, c'est une discussion mondiale. Le FT a fait un grand dossier sur le sujet. Faut-il faire des études à l'ère de l'IA? Oui. Un grand dossier, une grande vidéo faite par la spécialiste de l'éducation et de la tech au FT. Et à la conclusion, elle dit, bon, est-ce qu'il faut faire des études quand on est jeune? Elle dit. Et la fille dit, écoutez, si vous êtes pris dans l'une des 20 meilleures universités au monde, vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas pris dans l'une des 20 meilleures universités au monde, à l'ère de l'IA, faut vraiment bien réfléchir avant de faire des études. Ça coûte de l'argent. Et The Economist s'est posé à peu près la même question il y a 15 jours. Donc cette question, est-ce qu'il faut faire des études ou pas, c'est une question qui bouillonne partout et pas uniquement dans notre bouquin. On a quand même une petite spécificité éducative en France quand même, avec un système
qui est quand même très dominé par un système très peu innovant, contrairement à ce qu'on peut trouver aux États-Unis où il y a beaucoup plus d'innovations possibles. Et ça, c'est quand même dommage. Heureusement que tu es là d'ailleurs pour proposer quelques innovations sur le sujet. Mais on a quand même une sclérose chez nous avec quelque chose qui est complètement, j'allais dire, corseté et qui évolue beaucoup trop lentement. En fait, on a une fabrique d'élites. On a une fabrique d'élites qui fonctionne très très bien. Et mais la couche est très fine. Pourtant, on a un des systèmes éducatifs qui est les plus inégalitaires au monde, alors qu'il nous coûte extrêmement cher. Donc en fait, c'est un énorme problème parce qu'en fait, on laisse de côté des pans entiers de jeunes qui pourraient être des diamants pour la société. Et intégrés déjà. Intégrés, qui pourraient apporter énormément de valeur à la société, qui pourraient faire société. Tu commets une erreur. Alors, tu penses qu'on dépense beaucoup pour l'éducation. Or, il a été démontré ces 3 derniers mois, notamment par Sylvain Catherine, que c'est un biais comptable. C'est qu'en réalité, dans le budget de l'éducation, on met des fausses cotisations de retraite. Et en réalité, la dépense par élève, elle n'est pas du tout élevée. C'est un artifice pour masquer les énormes cotisations de la fonction publique, des cotisations retraite de la fonction publique. Et l'État, par malhonnêteté, a trompé depuis plusieurs décennies l'opinion en faisant croire que c'était des dépenses de fonctionnement de l'éducation, alors que ce n'est pas d'un budget d'éducation, c'est pour masquer, c'est pour masquer les cotisations retraite énormes, absolument énormes de la fonction publique. Et tu peux rajouter le coût des administratifs sur le budget. Et puis les permanents syndicaux. Alors qu'il faut, en réalité, il y a beaucoup moins d'argent qu'on pense. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, le budget de la dépense a augmenté par rapport au budget de l'éducation, qui a été restreint. Et donc, il y a un véritable problème de la façon dont on utilise cette ressource. Et la Cour des comptes pointe qu'il faudrait absolument maximiser les ressources du numérique éducatif et notamment l'usage de l'IA. C'est la première fois que la Cour des comptes fait cette recommandation. Et c'est pourquoi c'est absolument fondamental. On ne peut pas devenir une nation déclassée qui n'utilise pas au sein de son école parce qu'on a besoin de mettre de l'égalité dans ce système. Et l'école, comme tu l'as décrit, elle n'a pas changé alors que le monde est en pleine mutation. Et donc ça, c'est un véritable problème. Et je pense que tu ferais une formidable ministre de l'Éducation. Elle en prend la voix. Elle en prend la voix. De l'EdTech. Sincèrement. Et l'ancienne présidente de French Tech est devenue ministre de l'IA. Exact. Pour terminer un petit peu cette conversation. Ça n'a pas aidé des résultats bluffants sur le plan des résultats. C'était quand même la meilleure qu'on a eue depuis longtemps. Oui, mais elle n'a rien fait parce qu'elle n'a pas eu le temps d'agir. Elle n'a surtout pas été reconduite. Elle n'a pas été reconduite. Vous parlez on a eu 5 ministres du numérique en quelques mois. Oui. Clara, elle était à fond derrière nous, en tout cas dans l'éducation. Avec Léa, elle nous a beaucoup aidé. C'est quelqu'un qui connaissait vraiment les sujets. Elle connaissait bien ce sujet, elle était très proche des entrepreneurs. C'est incompréhensible qu'elle n'ait pas été reconduite. Nous, elle nous a beaucoup aidé en très peu de temps. J'ai envie de vous poser une dernière, d'ouvrir un nouveau débat avant qu'on s'en aille et qu'on termine ce dîner qui était animé, super chaleureux. Et moi, j'ai passé un super moment avec vous. Vous êtes plein d'énergie, comme quoi la France a encore de beaux jours devant elle, quand on vous écoute. Le Rassemblement national va passer aux prochaines élections. Faut fuir. Carlos a retrouvé ses fiches. Mais non, il faut se battre. Il faut se battre, les amis. Il faut se battre. Non, mais il n'y a rien de joué encore, les amis. Mais comment on se bat? C'est très grave, quoi. De toute façon, c'est clair. Tu auras le RN au deuxième tour. Tu mets n'importe qui, il sera au deuxième tour. De toute façon, n'importe qui, ils font 25% dès qu'ils seront au deuxième tour. Oui. Le problème, c'est le deuxième. Et effectivement, le risque, c'est que tu te retrouves avec Mélenchon au deuxième, parce qu'il est à 15 et il a encore des réserves et il peut monter. Il va monter à 25, comme il était à 22 la dernière fois. Non, je pense pas quand même. Mais en tout cas, si on y va en ordre dispersé dans les autres, c'est sûr que c'est Mélenchon-Le Pen au second tour. Et là, ça va être un enfer. Enfin, pour nous, en tout cas, qui se déclarons républicains. Mais Mélenchon a de très fortes chances d'être au deuxième tour. On le sait bien. Il est toujours sous-estimé dans les sondages pour une raison très simple. C'est que les mosquées donnent l'instruction de voter pour Mélenchon très tardivement au cours des élections. Et comme vous savez, à la dernière élection, plus de 2/3 des musulmans français ont voté Mélenchon. Et l'électorat musulman se mobilise très 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 tardivement à l'instigation de la mosquée. Et donc à chaque fois on a la même courbe. Mélenchon commence très bas et après il est stratosphérique. Il va se passer la même chose. Il est en train de commencer à monter là et vous allez voir qu'il va être au second tour Mélenchon cette fois-ci. Bon, ok, mais c'est surtout qui va gagner quoi. Je vous demande un exercice intellectuel et je voudrais qu'on revienne sur le sujet de l'éducation. Imaginons que le Rassemblement national, je vous demande d'imaginer,
c'est de la science-fiction. L'élection n'a pas eu lieu. C'est de la politique-fiction. C'est de la politique-fiction. Et effectivement, la campagne n'a pas commencé. Mais imaginez que le Rassemblement national passe et on parle du sujet de l'éducation. Le propos du Rassemblement national a une vision sur l'éducation qui est très particulière. C'est totalement réactionnaire. C'est-à-dire qu'en fait... C'est quoi le programme? Alors, le programme du RN sur l'éducation, c'est les groupes de niveau, l'uniforme, l'autoritarisme de l'enseignant, l'absence totale de numérique éducatif. Oui. Ah oui, bien sûr. Pourquoi? C'est le Moyen-Âge, quoi. Oui, tout à fait. La science dit extrêmement clairement ce qu'on pourrait faire très simplement, pas forcément pour plus d'argent, pour faire augmenter le niveau dans les classes de nos élèves. Donc, en fait, c'est des choses très simples. Il y a du numérique éducatif, il y a des moments de remédiation, il y a etc. Il y a plein de choses qui sont documentées, qui ne nécessitent pas forcément plus d'argent, qui ne nécessitent pas forcément plus d'enseignants. Mais ça, le Rassemblement national n'en veut pas. Non, absolument, parce qu'en fait, si tu veux, il y a une posture un peu réactionnaire autour d'une idée fantasmée de ce qu'est un professeur et de ce qu'est l'enseignement. Okay. La France d'avant, où en fait, on avait de l'uniforme, c'était mieux avant, tu vois. Les écrans, c'est le mal. Et puis, il faut de l'ordre, il faut de la discipline, etc. C'est-à-dire que le professeur devient l'artisan de l'autoritarisme. On revient sur quelque chose d'un peu de la République, autour du hussard noir. L'hussard noir de la République. On revient un petit peu. T'as un fantasme autour de... Les gens fantasment autour d'un ordre républicain. C'est vrai que quand les choses sont ordonnées, les choses sont plus simples, on sait où on va, c'est lisible, etc. C'est plus facile. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une République où il y a le collège unique, et donc il y a de la diversité, il y a des enfants qui ont besoin d'aide, il y a des enfants qui sont allophones, etc. Donc ça met de la complexité. Les choses ne sont plus comme dans les années 80 où en fait au collège, eh bien les choses étaient faciles. D'accord ? Il faut des solutions qui ne sont pas celles d'avant. Et donc il y a ce fantasme de dire si on revient à l'ordre d'avant, si on fait des groupes de niveau, si le professeur est à nouveau écouté, etc. Ça, la France redeviendra éternelle. Exactement. Et c'est pas pour rien qu'avant le vote des enseignants était majoritairement à gauche. Tu serais bien surpris de savoir que maintenant les enseignants votent pour le Front National. C'est terrible. Absolument. Un vote historiquement de gauche, d'accord. Mais on les a pas protégés. Exactement, mais on les a pas protégés, on les a laissés se faire frapper, on les a pas défendus. Mais Laurent, je te parle, moi j'étais en REP, j'ai enseigné pendant 14 ans, je racontais ce midi, d'accord. J'étais caillassée dans ma cité, d'accord. On pouvait même pas sortir, on était en salle des profs. J'ai appelé mon mari, je dis désolé, je peux pas aller chercher les gosses. On est encerclés, il y a les flics qui sont autour, ils veulent pas sortir, d'accord, parce qu'on est caillassés. C'est ça qui se passe. On a lâché surtout, on a lâché sur la laïcité, d'accord ? C'est ça le vrai sujet. On a lâché sur la posture de qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Moi, j'ai jamais autant aimé enseigner que quand j'étais dans ma ZEP. J'ai adoré enseigner. J'étais émerveillée par mes élèves. C'est pour ça que j'ai monté ma société, parce que j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai aimé mes élèves comme jamais. C'était bouleversant. Mais tu t'es pas sentie en sécurité. J'ai trouvé que c'était difficile de trouver du soutien. J'ai trouvé qu'il y avait une violence institutionnelle qui était majeure. Si tu veux, quand t'as des... Et en plus, c'était mal payé. Quand tu as des parents d'élèves qui viennent te voir et qui te disent « je veux pas vous parler parce que vous êtes une femme », d'accord si tu veux, c'est compliqué. Mais comme à l'hôpital, je ne veux pas que tu accouches mon enfant parce que tu es un homme. Exactement. Et quand ton supérieur de supérieur de supérieur, en fait, il peut pas traiter ça parce que c'est compliqué, parce qu'en fait, c'est endémique et qu'on dit il faut pas faire de vagues, il faut pas faire de bruit, il faut pas faire des mules, si tu veux. Tu vois, c'est très, très violent. C'est très violent. Moi, j'étais enceinte de ma fille, d'accord ? Je me suis mise dans une bagarre. J'ai pris des coups quand j'étais enceinte de ma fille. Ils se battaient, si tu veux. On se demandait si on allait mettre des portiques pour empêcher les couteaux. Tu vois où on en est ? On pouvait même pas assumer, d'accord, le nombre d'heures réglementaires obligatoires qu'impose la loi. C'est ça dont on parle. Mais pourtant, donc, tu ne votes pas Rassemblement National. Absolument, je ne vote pas Rassemblement National. J'ai tout à fait conscience que les collègues qui le font, ils sont dans une désespérance. Ils se sentent abandonnés. Ils se disent d'où vient la solution ? La solution, ça n'est pas de revenir à un monde d'avant fantasmé qui n'existe pas, de mettre tout le monde en uniforme et de dire voilà, on va tous avoir des matraques. Ça n'est pas ça. La solution, c'est un nouveau projet, d'accord, qui est un projet joyeux avec du numérique éducatif, un projet joyeux qui inclut les gens, qui leur dit voilà, demain peut être un monde où on est ensemble et on fait collectivité. Ce que dit Aude qui est super important, c'est qu'il y a plein de réponses possibles à la tech. Quand tu arrives dans un pays et tu parles de l'éducation, effectivement, le recul fondamental qu'on va avoir si c'est LFI ou le RN sur la laïcité qui est insupportable. On va fêter malheureusement bientôt les 10 ans des attentats de 2015. Il faut regarder
ce que dit Rachid Melki sur l'abandon de la France sur la laïcité dans les écoles. On n'apprend pas aux gamins qu'on a le droit de critiquer la religion. On n'apprend pas la laïcité à la française aujourd'hui, ce qui est une catastrophe. Chaque fois que la laïcité recule, c'est l'obscurantisme qui avance. Donc là, on a un vrai sujet. Laïcité, et le deuxième sujet, attends, je termine. Elle est morte, hein, donc c'est pas non, je suis pas d'accord. On l'incarne. Et les insoumis, vous interdiront. Eh ben, on va l'incarner, on se battra pour. Et moi, je suis prêt à me battre pour. Je te le dis, c'est vraiment super important. Il faut qu'on lâche rien là-dessus. Mais il y a un deuxième sujet, c'est que la technologie peut apporter des solutions. Quand tu arrives dans un pays où la seule chose qu'on te propose, c'est de retirer 2 jours de jours fériés aux Français, mais tu te dis, mais les mecs, mais vous avez rien trouvé d'autre. C'est très simple. Les députés anglais ont fait une étude sur le modèle administratif anglais, qui est sans doute loin de coûter aussi cher que le nôtre. Ils ont calculé qu'en 3 à 5 ans, l'implantation de l'IA, c'est 30 milliards d'économies en Angleterre. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Il y a plein de solutions technologiques. Aujourd'hui, nous, on se bat, par exemple, dans l'entreprise sur les faux avis de gens de maladies, par exemple. Aujourd'hui, tu mets 20 balles sur Internet, t'as un faux avis de maladie. Je veux dire, mais en quoi c'est compliqué de mettre un avis médical sécurisé? Mais n'importe quelle start-up faire ça avec un QR code et c'est terminé. Ça prend 5 minutes de le faire. On a plein de solutions, nous, les entrepreneurs technologiques, et c'est là où je te rejoins, il faut qu'on prenne la parole pour se battre là-dessus. Parce que si on ne le fait pas et si nous, on n'apporte pas ces réponses, notre métier de entrepreneur, c'est d'apporter des solutions dans nos entreprises tous les jours. Et en France, on a un écosystème merveilleux pour le faire, c'est-à-dire qu'on est un des écosystèmes les plus dynamiques et les plus performants au monde. On nous envie ça. On a besoin de mettre ce dynamisme et cette préciosité au service de l'école. Le mot de la fin pour les parents. On parle tu disais, il faut plus d'entrepreneurs, créer des solutions. Ce que j'entends, c'est ils mettent les gamins dans des situations où vraiment ils arrivent à résoudre des problèmes et utiliser l'IA pour le faire. Et ça, c'est réel. Typiquement, Lovable, si demain tu veux créer un site, j'en sais rien. Vas-y, go, fais-le. Fais-toi plaisir. Et je pense que c'est vraiment là le sujet. Ne restreignez pas vos enfants à utiliser l'intelligence artificielle. Non, pas du tout. J'ai vraiment Et ne pas confondre l'accès aux écrans et l'accès à l'intelligence artificielle, qui sont 2 choses différentes. C'est complètement différent. Parce que c'est vrai que de 0 à 3 ans, on nous dit les écrans, c'est extrêmement mauvais, ça va avoir un impact très négatif sur le développement cognitif, etc. Il y a l'idée de donner un écran à 3 ans Mais à ensuite, un gamin. ce qu'on observe ensuite, c'est qu'après, s'il y a une activité où l'enfant est dans un engagement cognitif qui est désirable, et que c'est pas non plus pendant 5 heures, bah écoute, non, mais c'est pas mauvais. Et donc, la variable du temps d'écran est importante. Exactement. Donc, de toute façon, toujours avec de l'équilibre, mais vraiment être dans des situations où on parle de pensée critique et blablabla, etc. Résoudre des problèmes, c'est s'adapter, c'est trouver des solutions et le faire avec de l'IA. Là, on peut aller plus loin parce que tu peux exécuter. On va avoir des nouveaux devices sans écran qui sont parfaitement adaptés et ça sera une vraie avancée. C'est ça qui est en fait. Comme on le faisait avec Internet à l'époque. Ouais, je me rappelle. Avec Lumi, la petite radio qui a cartonné, qui est un super outil pédagogique aussi. Non, mais surtout, tu gagnes confiance. Ce que Jonathan, ce qu'il nous dit aussi depuis le début, c'est qu'à l'école, il n'était pas forcément bon, mais en fait, il est hyper intelligent comme mec. Et au final, ce qui se passe, aussi, hein. Puis il est charmant, etc. Il est beau garçon. C'est plus son physique qui l'a aidé qu'autre chose, quoi. Là, beauty privilège maintenant. non, mais surtout. On aura fait tous les poncifs réac avec Carlos. Tu t'es trimballé un syndrome de l'imposteur pendant très longtemps, j'imagine, et un problème de confiance. Non, mais voilà. Et c'est ça qui freine aujourd'hui. C'est ce qui me pousse vers le haut aussi. Mais il y a plein de gamins qui sont freinés par ça. T'en as qui vont se dire, ok, je vais me prouver le contraire, et d'autres qui sont freinés par ça. Il faut leur donner des opportunités de résoudre des problèmes, de gagner seuls. Ouais, super, je suis fort. Et après, ils avancent. Mais avec de l'IA, c'est plus simple. Donner l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny Hallyday. Bon, ouais. Merci pour ce dîner, c'était génial. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça super sympa, mais j'ai trouvé que la bouffe n'était pas extraordinaire. Fatality. Ils t'ont convaincu de faire un bébé ou pas? Mais moi, j'ai toujours voulu faire des bébés. Bon, alors tu nous fais une prochaine licorne. Voilà, encore une licorne et un bébé. Bon, écoute, c'est sympa, t'as vu? Moi, je suis reparti avec un super bouquin, déjà, ça c'est cool. C'était cool. Il a grossi, Carlos, quand même, non? Il a pris des... Ouais, et surtout du très réac. Mais moi, je sais pas aimé, sur le porte-bébé, il aime pas les porte-bébés. Non, écoute, c'est un problème d'enfance. Les débats étaient excellents. On a beaucoup parlé, on s'est beaucoup coupé la parole. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un autre dîner, en fait. Ouais, mais alors avec une meilleure bouffe. Avec une meilleure bouffe? Ah oui, c'était pas formidable. Je trouvais ça très bon. Ouais, mais t'es pas exigeante. Écoute, c'était un bon dîner, t'as pris des bonnes résolutions. Il y a plein de trucs à dire et j'espère qu'ils ont bien compris tout ce qu'on voulait dire. Je pense que vous aviez tous des trucs hyper positifs et vous étiez bien préparés. C'était un bon dîner. Très sympa. Puis moi, je vais devoir me mettre à faire des gosses. Ça, c'est la grande nouvelle du soir. Pas bien proposé, mais écoute, moi aussi, je vais lui demander ce qu'elle en pense.